Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, hein, bien sûr. On va vous faire une petite vidéo sur, à l'occasion des 100 ans de Monsieur Charles Bronson. Donc, j'en m'accompagne toujours la même équipe, à savoir Clem. Salut. Jérôme. Salut. Boris. Salut. Et moi. Charles Bronson aurait eu 100 ans cette année, le 3 novembre 2021. Il est mort le 30 août 2003 à Los Angeles. Donc, on l'a connu pour essentiellement beaucoup de films de western, des revenge movies et des vigilantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut citer entre autres Soleil Rouge, Le Justicier. Il était une fois dans l'Ouest où il joue l'homme à l'harmonica. Il a fait un peu de films de guerre, un petit peu. Oui. J'ai noté qu'en fait, il était de parents d'origine lituanienne, slave, et aussi quelques origines mongoles, d'où quelques traits quand même assez typés au niveau de son visage, et de son teint de peau, et sa couleur de cheveux, tout ça. Ce qui lui permettait donc de jouer des Mexicains, des Indiens. Exact. Parce que son vrai nom d'origine, c'est Charles Buczynski. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, hein. Je n'ai pas fait de lituanien, malheureusement. Donc, il a fait des boulots un petit peu merdiques avant de s'intéresser un peu au théâtre. Ouais. Il a fait mineur de fond, il a fait la Seconde Guerre mondiale. Donc, oui, il a commencé le théâtre assez tard, à 27 ans. Enfin, même pas, il a commencé plutôt des écoles d'art à 27 ans. Donc, je pense qu'il apprend un peu le dessin, un peu de... Enfin, l'art en général, parce que c'était pas encore tout à fait bien défini, école de théâtre, école de dessin, enfin. Donc, du coup, c'est un petit peu un touche-à-tout, quoi. Voilà, c'est un petit peu un touche-à-tout. Et il s'intéresse un peu plus au théâtre, notamment avec un de ses amis qui s'appelle Jack Klugman, qui sera récompensé un peu plus tard de 3 Emmy Awards, dont un pour Les Accusés, un film de 1964, que je n'ai pas vu. Et après, il en a eu 2 autres pour une série The Ode, en 71 et en 73, donc je ne connais pas, mais bon. Le garçon a quand même eu 3 belles récompenses, donc c'est pas le premier venu. Donc il est pote avec ce gars-là, ils font un peu de théâtre. Bronson est remarqué dans certains rôles. Il fait du ciné, il commence tard le ciné, après avoir eu des recommandations de divers comédiens qu'il a pu rencontrer quand il était garçon de chaise. Moi, de toute façon, dans mon souvenir, quand je regardais les films de Bronson, quand j'étais gamin, j'ai connu toujours un acteur vieux, quoi. La quarantaine, la cinquantaine d'années, quoi. Donc, il obtient son premier vrai rôle au cinéma à l'âge de 30 ans, quand même. Ah oui. Donc, ce qui est relativement tard dans le monde du cinéma. Ouais, exact. Ouais. Et du coup, dans ce premier film, il fait la connaissance de Gary Cooper. Ah oui. Un grand nom du western. C'est ce dernier qui lui conseillera et l'aidera un petit peu dans la gestion de sa carrière, les débuts de carrière, parce que il ne sera pas là tout le long de sa carrière, hein, malheureusement. Je pense que Bronson aurait peut-être fait des meilleurs choix de carrière, ou des meilleurs choix de film. Et ensuite, il fera un deuxième film où il rencontrera le réalisateur John Sturges, futur réalisateur des 7 mercenaires, qui sera certainement un des plus gros films de Bronson. Enfin, du moins, un des plus réputés au niveau de notoriété, ça pose un bonhomme. Ouais, avec Le Justicier, le tout premier, c'est un de ses films les plus notables, quoi. Voilà. Si on compte aussi, justement, Il était une fois dans l'Ouest, et La Grande Évasion avec Steve McQueen. Ouais, mais bon, là, il y a vraiment des seconds rôles, quoi. Voilà, mais c'est quand même des seconds rôles, mais notables. Ouais, ils sont un peu... Ouais, genre, dans Il était une fois dans l'Ouest, la L'homme à carrure l'harmonica. harmonica, il est marquant.
Voilà. Donc des fois, il y a des seconds rôles, t'en fous un petit peu, mais là, c'est vrai que il y a quand même des seconds rôles quand même relativement marqués. C'est Et vrai. du coup, oui, on revient un peu sur son côté physique très très marqué, voire même typé, hein, et du coup, beaucoup de réalisateurs ou même de casting lui accorderont des rôles justement de Mexicains dans Pancho Villa, des rôles d'Indiens dans La Colline de la Terreur, par Ouais. exemple. Dans les rôles où il est censé être indien ou tout ça, il passe bien, hein, c'est clair. C'est quand même relativement beaucoup de enfin, on va pas dire de la caricature, mais du Bah, stéréotype. Mm. le western, c'est codifié, c'est très Voilà. caricatural. Mm. Surtout le spaghetti. Hein. C'est toujours le Mexicain qui se fait buter dans le western, ou l'Indien. C'est toujours le noir qui est méchant dans le justicier, quasiment. Donc Oui, bah, voilà. d'ailleurs, ils en font une petite critique dans le film. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de stéréotypes dans le cinéma de Bronson. Je pense même que c'est plus dû à la génération 50-70, quoi. Bah, c'est inhérent à l'époque des films, il faut se remettre dans le C'est ça. contexte. Hein. C'est pas forcément du racisme assumé, quoi. Je pense que c'est plus le contexte d'époque qui veut que c'est comme ça qu'autre chose. Hein. Ça se faisait sans réfléchir, en fait. Hein. C'est ça. Donc du coup, nous, pour cette occasion, on avait décidé de voir... on a fait une petite sélection. Donc on s'était fixé 4 films. On en a tous vu minimum 3. Donc alors les 4 films étaient Soleil Rouge, La Colline de la Terreur, Le Justicier et Cosa Nostra. Exact. Donc on a quand même pris des styles totalement différents, un film de mafieux, un film de vengeance, et un western où du coup Bronson est cow-boy, et un western où il est indien, quoi. Ouais. Donc c'est quand même assez varié. Et Ouais, ça ça représente, reste quand même du revenge movie pour 3 d'entre eux, hein, quand même. Hein. bah, c'est quand même une marque de fabrique de Bronson, hein. Tout à fait. Parce que du revenge, il en fait quand même pas mal jusque la fin de sa carrière dans les années 90, où il tient encore le rôle Du justicier. du justicier en 94, il me semble. 95, le tout dernier, ouais. Ah, Ouais, bah, j'étais pas loin, tu vois. Donc, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de 150 films dans sa filmo. Donc, c'est vrai que clair. faire une sélection, c'est compliqué. Exact. Mais on le retient surtout bah, pour ces grands rôles qu'on vient de citer, hein. Premier rôle, en fait, où il était d'affiche, quoi. Vraiment premier rôle, parce que Ouais. sinon, ouais, tous ceux où il est second. Ouais, parce que moi, je me rappelle d'avoir vu pas mal de films de guerre avec lui, c'était vraiment un second rôle Voilà, que c'est tu ça. connais plus que pas, hein, on va dire. Hein. Mm. En même temps, quand tu joues à côté de Gary Cooper Ah oui, ou de John Wayne à cette époque-là, t'es bien d'accord. minuscule, hein. Ah bon, hormis la vengeance, moi j'ai quand même noté que sur les 4 films, il y avait des petites choses qui étaient en corrélation. Donc des petites similitudes. On a quand même regardé 4 films, et puis sur les 4 films, il y en a quand même 3, c'est Dino De Laurentiis à la production, qui est quand même en association avec la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer. Donc on va dire que ça nous parle, tout ça, parce que c'est les producteurs du James Bond. Hein, et qu'aujourd'hui, bah, ils survivent exclusivement grâce à James Bond. Parce que le western étant un genre qui est un petit peu mort vers la fin des années 70, début 80, eux, ça a été fini, hein, système d'exploitation pour eux. Après, on a aussi sur les 4 films qu'on a regardés, ben, on a quand même on a que 2 réalisateurs en finale. Hein. On a que Michael Weiner et Terence Young. Donc Terence Young, lui, il est connu justement bah, pour avoir fait pas mal de James Bond. Hein. Donc le docteur No, Le Bon Baiser de Russie, Opération Tonnerre, et puis un thriller culte avec Audrey Hepburn et Richard Crenna, le colonel dans Rambo, hein, qui s'appelle Seul dans la nuit. Et puis Michael Weiner, bah, en gros, il a fait toute la saga des Justiciers hein, avec Bronson, c'est réalisé par lui à chaque fois. Donc après, il n'a pas vraiment fait de film notable. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était
une association intéressante, parce que souvent, c'est des films qui sont en production franco-italienne. Mm. Et c'est plus trop des choses qui se font maintenant. Et j'ai même l'impression, parce que j'ai fait un peu mon curieux, quoi. Et en fait, je me suis aperçu que depuis que la France faisait plus trop d'associations comme ça, bah, on avait quand même un cinéma français qui était un petit peu en déclin sur les films de mafieux, les films policiers, les films d'action, et qu'en fait, on s'est vraiment tourné plus vers des comédies. Bon, alors on a eu toutes les bonnes comédies avec Bourvil, De Funès, Coluche et tout ça qu'on a connu pendant des années, Le Splendide, des choses comme ça. Mais en fait, ça a commencé à décliner et à rester. Enfin, les autres genres ont commencé à décliner en France et à vraiment rester que sur cet aspect comédie, quoi. Il y Et avait plus d'ailleurs, d'influence culturelle étrangère, en fait, quoi. Mm. exact, exact. Et en fait, bah, ça m'a semblé quand même intéressant de savoir que en même temps que le western mourait, les films de gangsters mouraient, bah, en gros, notre cinéma bien de chez nous, bah, il crevait un petit peu aussi, quoi. Mm. Donc j'en ai fait un petit parallèle exhaustif, hein, parce que ça tient qu'à mon avis, hein. Mais bon. Mais De Laurentiis, il est pas aussi dans le coup dans Evil Dead 3 ou quelque chose comme ça? Il me semble que oui. Ouais, Quand j'ai regardé Videl 3, quand on a fait la rétro, il me enfin nous semble on a qu'il est fait producteur ou quelque chose du genre. la review du premier, ouais, t'as raison, le dernier qui est presque un western spaghetti médiéval, hein. Mm. Ça, c'est Dino De Laurentiis, exactement. C'est vrai, t'as raison. D'ailleurs, récemment, Arte avait fait enfin, a diffusé un reportage sur Charles Bronson. C'était quand? C'était dimanche, je crois. Il dure à peu près 58 minutes, je crois. Ouais, donc je mettrai le lien sur la vidéo. Ça peut intéresser du monde, hein. Tout à fait. C'est propice. Que sur la filmo, on va peut-être pas s'attarder plus que ça, hein. On a évoqué les plus gros. On peut passer au film qu'on a vu ensemble. Non, c'est bon. Ok. Aussi. Vous préférez commencer par quoi? Soleil rouge? On les fait dans l'ordre de sortie ou Ordre chrono? Ouais. Ouais. ordre chrono? Ordre chrono, bah, je crois Bah, que c'est je crois que Soleil rouge, Soleil hein. rouge le premier. Ça fait quoi? Ça fait Soleil rouge, Cosa Nostra. Soleil rouge, Cosa Nostra, La Colline et Le Justicier, c'est ça? Bon, on va Ouais. les faire. Ça. Bon, bah, ok. Ouais, on le fait comme ça, ouais. Ouais. Ok. Bon, bah, commençons avec Soleil rouge, hein, du coup. Bah, Jérôme, je te laisse faire le petit pitch du film. Mais- Donc, Soleil Rouge, hein, de Terence Young, qui est sorti en 71, hein, avec, bah, forcément, hein, vu que la vidéo est sur le sujet, Charles Bronson, hein, Toshiro Mifune, un très, très grand acteur japonais, hein, connu pour ses innombrables rôles dans des films de Shambara au Japon. Ursula Andress, hein, tout le monde s'en rappelle, hein, dans la fameuse scène de James Bond avec le bikini bleu, hein. Et puis, notre Alain Delon national, qui, cette fois-ci, va briller en tant que méchant. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Bah, c'est au printemps 1870. Donc, on est en Arizona. Il y a un ambassadeur japonais qui est accompagné de deux samouraïs, Kuroda et Namuro. Il se rend à Washington au bord d'un wagon privé, hein, pour prendre ses fonctions. Donc, il est chargé, histoire de faire la bienvenue, hein, de remettre un sabre japonais au président des États-Unis avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur du Japon. Et dans le même temps, ben, le train va se faire attaquer par une bande de bandits, hein, qui est commandée par Link et son bras droit, qui s'appelle Gauche. C'est à noter qu'il a quand même un nom inverse. Bref. Donc, bon, bah, ils attaquent le train, hein, ils volent et tout ça. Donc, les Japonais ont une petite quantité d'or que forcément Link décide de prendre, hein, parce qu'il est là pour ça, après avoir subtilisé la marchandise, l'or, les bijoux et puis le liquide des autres passagers. Mais bon, on sent que Gauche, lui, ça lui suffit pas. Il a un petit air de défi dans le regard, et puis il voit ce fameux sabre emballé dans de la soie, puis il fait « Ah, ça a l'air beau, c'est prestigieux, de l'or, hein, comme il dit, hein. Bon, bah, je le prends. » Et bon, bah, voilà notre joyeuse bande qui s'en va avec le sabre. Et puis, au dernier moment, Gauche, bah, il envoie en gros, il a trahi son copain Link, hein. Puis, il essaye de le tuer à la dynamite, quoi. Sauf que, bon, Link en réchappe
avec un superbe cabri au travers du wagon, digne d'un Ixor. Hein. Donc, il réchappe de peu à la mort, et puis il se retrouve en gros avec Kuroda qui a la mission de récupérer ce sabre en 7 jours. Et ils vont devoir un petit peu se supporter l'un l'autre. Donc, Kuroda pour retrouver le sabre, et Link pour récupérer son butin, et peut-être un petit peu se venger aussi de la trahison de son ami, quoi. En gros, c'est ça, c'est un pitch simple. Hein. Oui, c'est simple, c'est un film simple, c'est un western. Voilà. Ok. Et du coup, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film dont que j'ai dû voir il y a très très longtemps, gamin. Donc j'en avais une certaine image, un certain souvenir. Donc qui était quand même magnifié hein, par rapport à ce que j'ai vu. Parce que j'ai trouvé que le film avait quelques longueurs, des plans trop contemplatifs de marche à pied ou de marche à cheval, enfin de balade à cheval, là comme ça, qui durent de longues minutes. Je pense que tu as même les 2 quarts du film où c'est des plans où tu vois les personnages marcher. Hein. Ça fait un peu remplissage, mais bon, dans mon souvenir, les westerns d'époque étaient tous comme ça. Donc c'est peut-être un défaut aujourd'hui, ça l'était peut-être pas à l'époque. Hormis ça, non, moi j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé le revoir, j'ai apprécié. Je trouve que le duo fonctionne bien, Bronson et Mifune, le samouraï inflexible avec son code d'honneur, et puis le voleur un petit peu roublard qui a la langue bien pendue, une grande gueule, et puis qui essaye de te filouter jusqu'au moment où il se rend compte que c'est pas dans son intérêt de toute façon parce qu'il arrivera à rien tout seul. Donc non, moi j'ai trouvé que c'était un bon film avec un manque de rythme hein, peut-être. Après, si je dois pousser mon analyse un peu plus loin, j'ai trouvé que pour un film sérieux, un western sérieux, il y avait quand même des codes du spaghetti. Par exemple, t'as Bronson, quoi, il est crasseux, pas propre, patibulaire, les méchants ont tous des tronches typées, ils sont tous mexicains, les décors sont très arides, comme on peut retrouver ça dans les Sergio Leone ou des trucs comme ça. Moi, j'ai trouvé des parallèles. Et puis, en même temps, on a aussi, voilà, t'as le genre, enfin, à peu près gentil, il est très dégueulasse. Et puis, t'as le méchant, il est tiré à 4 épingles, il est très beau, hein, de long, il a un beau costume, il est propre sur lui, ses affaires sont harmonieuses, il habille avec goût. Puis en même temps, il est pourri comme pas possible. C'est un tueur de sang-froid. Hein, il hésite même pas à tuer. Fait enterrer son butin, puis il bute tous les mecs derrière après parce qu'ils savent où c'est enterré, quoi. Il est calculateur, il est froid, quoi. Voilà, on va dire que c'est la seule part d'humanité qu'il a, c'est en gros Ursula Andress, hein, qui est un petit peu sa femme. Hein. C'est un petit peu le seul truc qui la rend humain. Surtout Toshiro Mifune, hein. Moi je connaissais déjà l'acteur avant Soleil Rouge, hein, pour avoir vu Yojimbo, la trilogie Musashi, des films comme ça, qui étaient en noir et blanc. Hein. Donc des films de Shambara, de samouraï. Hein. Donc après, si je dois faire parler un peu ma science, on va savoir que Kuroda, dans le film, utilise des vraies techniques de samouraï, hein. Donc qui viennent d'une école prestigieuse, hein, qui est la Koryu Tenshin Choden Katori Shintoryu. Ouais. C'est très probant par rapport au coup de sabre. Il donne un coup de sabre direct droit dans la scène de la grange. Et en fait, ce coup-là, il est typique de cette école. Après, il faut savoir que Kuroda, c'est un nom connu au Japon. Hein, c'est un clan de guerriers qui viennent de la province du Kyushu, du Japon médiéval. Hein. Ils ont participé à des guerres. Donc, il n'a peut-être pas été choisi pour rien non plus le nom du personnage. Après, très rapidement, sur la réalisation, je trouve que les plans sont efficaces, on a des beaux panoramas, des superbes décors, même si c'est aride et que c'est mort, ça reste des standards du western. Alors, c'est pas tourné dans le Nevada ou en Arizona ou ce que vous voulez. Hein. Le film a été tourné en Espagne, mais les décors sont beaux. Après, il y a quelques clichés, quoi. Le bordel, on est obligé, quoi, avec le piano.
On a les Indiens qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe pour qu'il y ait un petit rebondissement dans l'intrigue qui est quand même assez simple. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelques petites maladresses, genre le coup de la sangle en cuir. Kuroda veut. Ah, ils ont mouillé le cuir, elle est en train de s'étrangler, bah, je vais mettre un coup de sable. Non, fais pas ça, tu vas la couper. Moi, je tire une balle, mais je suis à ça du coup de la gonzesse. Elle se fait même pas brûler par la poudre, rien du tout, que dalle. Bon, il y a des petits trucs comme ça. Il y a aussi une scène de mort, justement, dans la scène de la grange. Ça commence dans la grange, la bagarre, puis après, il se dirige dehors. Et à un moment, il y a Kuroda, il fend, il coupe un mec à ce niveau-là. Et le mec, il meurt en 3 temps. Ça, c'est le premier temps. Et là, il se tourne et il fait. Ça, c'est le deuxième temps. Mais il nous a fait limite une cotillard, mais. Et le troisième temps, il tombe sur la tête de grange. Donc, une cotillard allongée, quoi. Alors, moi, forcément, bah. Ça m'a fait rire. Mais bon, après, j'ai trouvé que le film était quand même efficace. Que pour moi, c'est un cas d'école. Hein. Je trouve qu'il est. Il est même peut-être trop codifié. Tous les personnages sont assez caricaturaux. Bronson. Je trouve que Delon, il s'en sort bien dans son jeu parce que même si le personnage il est méchant pour être méchant, il a des mimiques. Je trouve d'ailleurs que c'est le seul acteur qui joue vraiment bien dans le film. Parce que Toshiro Mifune, bah, c'est Toshiro Mifune, c'est le samouraï, il est inflexible, il n'a pas une seule expression de regard. Même si le duo il marche bien avec Bronson, hein, ils s'envoient des pics, il y a quelques petits, ils se cherchent mutuellement. Ça fonctionne, hein, le film est agréable à suivre à ce niveau-là. Mais je trouve, sinon le film, je peux pas lui reprocher grand-chose après avoir vu beaucoup de westerns, parce que je trouve que tout ce qu'on a dans les westerns d'avant, qui ont été faits avant ce film-là, c'est présent. Autant dans les westerns de John Ford que de ceux de Leone. On retrouve tous ces codes-là qui sont dedans. En fait, moi, je trouve que c'est un condensé du film de western. Et c'est un peu normal, parce que comme on l'a dit en introduction, bah, c'était un genre qui était sur la fin. Donc là, on a vraiment un condensé de ce que le film du western fait de mieux. Après, le seul truc que je trouve qui manque, c'est vrai que, comme je disais, on a des plans très contemplatifs avec du walking, hein, les personnages qui marchent. On a aussi ça dans Le Seigneur des Anneaux. Mais qu'est-ce qui fait la différence, par exemple? Les musiques. Et là, je trouve que les musiques, elles sont plates. On n'est pas dans du Ennio Morricone. On a des airs qui vont marquer l'oreille, tu vas t'en souvenir le lendemain. Non, là, les musiques, elles sont pas du tout marquantes. Et en fait, je trouve que ça aurait pu fonctionner si ces scènes-là avaient été accompagnées de thèmes musicaux qui embarquaient la contemplation et l'image. Et là, c'est pas le cas du tout. Et du coup, je trouve que à ces moments-là, les premiers temps, ça passe, mais après, on commence à s'ennuyer. Voilà. C'est le seul reproche que je lui ferais. Et les 2-3 trucs malheureux, donc la sangle en cuir et puis la mort en 3 temps, là, que j'ai trouvé totalement ridicule, mais c'est digne d'un Sentai hein, pour moi. Hein. Dans Bioman, il y a les mêmes. Hein. Donc voilà, c'est les 3 seuls gros reproches que je lui ferais, mais ça gâche pas le film pour autant. Je trouvais que c'était un bon western, bien mené, bien réalisé, bien carré comme il faut. J'ai bien apprécié. Donc une très bonne redécouverte pour moi. Merci à toi, Jérôme. On laisse l'honneur aux dames. Ouais. Clem. Clem. Il a tout résumé, hein, voilà. Hein, je veux pas dire grand-chose, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça, hein? Non, franchement, bah, en fait, moi, j'ai pas une bonne appréciation des westerns en général, parce que j'aime pas les westerns. Voilà, je n'aime pas les westerns. C'est un genre qu'elle connaît mal et elle a beaucoup d'a priori. Bah, en fait, pour moi, les westerns, c'est une botte de pas qui fait tout. C'est avec des musiques lancinantes et puis et le mec passe rien. Il a un plan de caméra juste à la botte de paille. Et, enfin, moi, j'ai ce souvenir-là de western, donc voilà, donc pas un souvenir très très positif. Et là, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Et là, honnêtement, bah, je dirais une bonne surprise. Je dirais une bonne surprise parce que dès le début du film, on est embarqué dedans. Voilà, les éléments sont directement donnés. On voit le train, hein, le magnifique train, et puis on voit le Kuroda Mifune, on l'appelait Mifune. Dans le film, ça s'appelle Kuroda. Oui, moi je l'appelle Mifune. Voilà. Donc Mifune qui descend avec son costume. Moi je trouvais que les costumes, je les ai trouvés super beaux, honnêtement. Ça donne tout de suite l'ambiance du western. Ensuite, Alain Delon, il claque. Il est beau, Alain Delon.
Sérieux, Alain Delon, moi je le trouvais classe. oui, il est beau, Alain Delon, son oui. costume noir, sa petite oui. gourmette de montre là qui fait Sa petite chaîne de montre, ouais. comme ça là. Non, non, moi je le trouvais beau, Alain Delon. Je trouvais que ça c'est un des acteurs qui faisait un petit peu ressortir le film. Ah, puis c'est bien, il a donné un tic à son personnage en plus avec cette montre. Oui, qui avec fait, cette montre. qui fait tournoyer tout le temps. Non, je trouve c'est un petit détail, mais ça rajoute. Il a donné un souffle à ce film pour moi, Alain Delon. Vraiment, il a vraiment un rôle important. C'est méchant. Oui, c'est méchant, mais il est à l'aise dans le rôle de méchant. Enfin, Ouais, c'est un méchant super crédible en fait. Il passe super bien en rôle de méchant. Après, j'ai aussi noté aussi Ursula Andress, celle qui joue la fille. Je trouvais ça sympa aussi de mettre en avant une femme dans les westerns. C'est vrai, dans les westerns, généralement, la prostituée reste toujours derrière le saloon à faire du fresh cancan là, sur du piano là. Et puis là, elle a du caractère. Et puis, on la sort pas trop de ce rôle-là de prostituée qui reste dans son salon. Là, on la met dans l'action. Et puis, elle a des cocoronnesses, hein, Ursula, quand même. Hein. Elle tire à la carabine, elle se défend, elle sait pas faire. Elle manipule, elle drague, elle visse. Enfin, elle joue son rôle de prostituée. Elle n'hésite pas. Elle n'hésite pas à manipuler, à draguer, à mentir. Enfin, voilà, à balancer des vacheries quand il faut. Ouais, voilà, c'est ça la scène où ils sont tous les deux dans la cabane pendant que monsieur Mifune est parti faire un tour, je ne sais plus pourquoi. Et elle le drague et tout, elle lui manipule en disant bah tiens, je vais être de ton côté. Puis finalement, bah tiens, genre, je vais de ton côté, je te prends ton flingue et je vais te tirer dessus. Donc, non, je trouvais que ce rôle était super intéressant. Moi, le duo comique, moi, je l'aime bien, duo comique. Moi, le duo, honnêtement, je l'ai adoré. C'est punchline sur punchline. Le côté le mal alpha, on peut dire, moi j'appelais ça mal alpha de Charles Bronson parce que il est comme ça dans tous ses films. Hein. Il a ce côté très charismatique, les yeux super clairs, la moustache, tout. Il y a tout qui fait que ça marche, ça match en fait. Et d'un côté, l'autre qui est capable de mourir pour un bâtonnet de sucette, en limite, on peut dire ça. Mais c'est vrai, ce type, il serait capable de mourir pour un bâtonnet de sucette. Dans le fond, je pense qu'elle n'a pas tort. C'est une question d'honneur plus que le sabre. D'honneur, il le dit. Au casse-pipe pour une bille, il y a aussi. Il dira au casse-pipe pour une bille, enfin, je sais pas, moi ça me fait un peu rigoler. Enfin, après, je pense que c'est le code d'honneur des samouraïs, mais voilà, ça reste. Si je dois relever ce que tu dis, on va spoiler. Ah non, spoil. La mort de Kuroda en amont pendant l'intrigue du film. Pendant l'intrigue du film, il dit qu'en gros, les samouraïs sont sur le déclin, que c'est la fin d'une époque dans son pays. Et en fait, sa mort, elle symbolise aussi la fin d'une époque. Oui. Je pense que sa mort, elle est symbolique aussi, vu qu'il en a parlé en amont dans le film. Je pense que sa mort, ça veut dire qu'aussi, les derniers hommes honorables japonais sont morts. Tu vois ? Je pense qu'il y a une symbolique là-dessus. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est juste qu'en fait, t'as ni foi ni loi, et d'un côté, t'as quelqu'un. Oui, non, mais c'était pour rebondir, ça ne change rien au discours. En fait, c'est juste que c'est deux univers complètement différents, et au final, ça match. Ouais, ça marche bien. Ça match plutôt bien. Mifune, je le connais pas du tout comme acteur, hein, c'est la première fois que je le vois. Je trouve que dans son rôle de samouraï, il pète, quoi. Il a une classe, il a une certaine élégance. Surtout l'habitude. Oui, j'imagine, mais sachant que moi je le connais pas du tout dans ses différents films, donc c'est la première fois que je le vois. Même Charles Bronson, hein, c'est la première fois que je vois des films aussi de lui. Je trouve qu'honnêtement, oui, il y a cette classe, cette classe en fait. Vraiment, ce personnage, même ces personnages en général, ils sont classe en fait. Tu les vois et tu t'accroches en fait. Tu t'accroches direct au personnage parce qu'en fait, ils ont cette aura, on va dire un aura derrière. Charles Bronson a cette aura qu'on a pu retrouver dans les autres films. Hein. Prends-en de la graine, Henri Cavill. Voilà, c'est ça. Non, c'est vrai, je trouve que dans ces différents films, je trouve que quand Charles Bronson il arrive dans ces films, il est marquant. Il a cette aura autour de lui. Il a ce regard, il a ce visage très fermé, mais en même temps, il a ce regard aussi qui donne pas mal de choses. Et je trouve on ne peut pas dire que Charles Bronson, c'est pas il est pas inexpressif. Je peux pas dire qu'il est pas inexpressif parce que dans son jeu de regard, dans ses façons de se comporter, il fait passer les émotions. Il ne va pas être non plus dans le surjeu, mais je trouvais qu'il a ces façons-là de s'exprimer, de faire passer ses émotions à travers ça, en fait. C'est un petit peu pour ça que j'ai décroché de Cosa Nostra, on en reparlera tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais sinon, non, franchement, honnêtement, ça m'a redonné envie d'aimer les westerns. Les bons westerns. Les bons westerns, on va dire. Hein, il y en a des mauvais. Ceux avec la botte de paille, on va les laisser tranquilles. Hein, voilà. Non, franchement, après, quand tu parlais des longueurs, moi, je trouvais pas que c'était si long que ça, parce qu'en fait, dans ces longueurs-là, justement, il y a
le duo qui se colle en fait à travers ces longueurs-là. En fait, on découvre que le duo commence à se titiller, il se chamaille à travers ces longueurs. Donc en fait, moi, je n'ai pas trouvé les longueurs plus longues que ça. Justement, on commence à apprécier les deux personnages à travers ces longueurs. Donc non, pour moi, ça a été un très bon film. J'ai rigolé, à la fin, bon bah voilà, on se doute bien que il va pas le laisser là, hein. Voilà, il va rendre le sabre. Mais non, franchement, c'était une bonne surprise. J'ai rigolé. Le duo fonctionne bien. La nana, elle a des cocoronnes. Les décors sont beaux. Les musiques, moi, j'ai trouvé quand même assez marquantes parce qu'il y a quand même des musiques sympas, hein. Durant les balades, c'est un petit peu, les musiques sont peut-être un peu molles, mais on va dire que non, il y a des bonnes musiques, hein. Bon, les Indiens, voilà, ils arrivent, hein, ils font you, ils font tout cramer. Bon, bah, c'est pas grave. C'est un peu cliché. Mais voilà. Mais sinon, franchement, honnêtement, une bonne surprise pour moi. Voilà, très agréable et une bonne surprise. Ok, merci Clem. Tant mieux, hein. Bah, de rien. Parce que voilà. on partait... Non, on partait pas gagnant du tout. Je vous avoue que là. Tu es apprécié. Je vous avoue que ça fait. Tu vois, ça, tu vois, quand on fait ce genre de truc ensemble, bah ça fait plaisir, tu vois, déjà. C'est grave. Voilà. La découverte, le partage, et puis au final, ah bah putain, merde, c'était quand même bien. Voilà. Ça vaut le coup. À côté de certaines choses et on les découvre, on se dit, ah ouais, j'aurais regardé avant, quoi. Bon, Boris, toi Boris, quoi sur les rouges. Bah, quoi rajouter Non, bah, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. C'est vrai que, oui, ce fameux duo qui fonctionne très bien, qui m'a fait penser un peu à du Jackie Chan. C'était qui? Et ouais. Non, Chris Rock. Chris Rock. Non, c'est pas Chris Rock. C'était ouais. Tu aurais pu trouver 25 duos, comme par exemple Riggs et Murtaugh dans L'Arme Fatale. Il faut que tu sortes le duo. J'allais le dire aussi, voilà. Ouais, non, mais il y en a plein en fait comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est que là, dans L'Arme Fatale. Il boude, il est au coin. Non, reviens, je vais m'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Oui, je me doute bien, Non, je prends l'exemple de Rush Hour parce que c'est un choc des cultures en fin de compte. Et puis ce côté. Ouais. Et puis voilà. Et puis oui, comique du coup. Bon, là, forcément, le côté comique n'est pas poussé dans Soleil Rouge, mais voilà, ça prête à sourire certaines situations. L'air filou de Bronson et puis le côté implacable de Mifune. Et puis, revenir peut-être un peu sur Delon, qui est un grand méchant dans ce film-là, vraiment. Dès le début, de toute façon, on le sent, hein, physiquement, il en impose, le costume noir intégral, les yeux gris, et puis l'air implacable, et puis une autre façon d'opérer dans le braquage par rapport à Bronson, qui est quand même moins franche, qui est plus fourbe. Si tu regardes la première scène où on le voit, il est assis sur le train à côté d'un passager. Et en face, il y a un mec qui sort un flingue. Il aurait pu le désarmer facilement. C'est ça. Il a fait le choix de le tuer net froid, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça, il est très implacable et très, très fourbe, je trouve, dès le début. Et au fur et à mesure, dans l'intro, il pue la trahison dès le début. Et c'est des samouraïs, en fait, hein, qui sont face à lui. Ils le sentent, hein, de toute façon, ils sentent la menace et le danger. Et quand il lance ce bâton de dynamite, oui, et puis que Bronson valdingue, valse. Non mais voilà quoi, bon, le film est lancé quoi, ok. Alors par la suite Delon. Si tu premier samouraï aussi, qui sont deux samouraïs à un moment donné, il en tue un. Ouais. Et je trouve que même ce côté-là, il l'abat froidement quoi. Il l'abat froidement en fait, ça reste un samouraï, même s'il y a les codes d'honneur, ça reste un samouraï. Et l'autre il le tue comme si c'était juste un mec banal en fait. C'est un mec banal pour lui. Il n'a pas cette culture de l'honneur. Hein. Il y a ce côté-là lui, aussi là. Oui, limite. Lui, c'est un bandit, c'est un voleur. Il aurait pu limite lui marcher dessus, ça aurait été la même chose quoi. Ça aurait pas été grave quoi. Et pourtant quand Kuroda lui demande son nom là, avant qu'il parte avec son butin, donc il lui donne, mais il sent la défiance et tout ça, et finalement il a un certain respect, un certain honneur gauche du coup à ce moment-là. Je trouve que s'humanise un peu quand même. Que sur la fin, il s'humanise un peu quand il revoit ça. Ouais, parce que forcément là, ce côté bon, respect et tout ça de l'adversaire, vite fait, il l'a pu en effet
en flinguant, et pour garder le butin, en flinguant tout son gang, quoi, en fait. Et ce qui est dommage, bah, c'est qu'on le perd relativement de vue pendant les 3/4 du film après. C'est vrai. Voilà. On a une grosse intro, on le perd, on le voit très très peu, quoi. Je suis même plus, voire pas du tout, parce que il est censé revenir au bordel, justement. Ouais. Et c'est presque un mi-film, ça. Et il revient pas, et puis bon, bah voilà, on le retrouve à la fin, en fin de compte, pour cet affrontement final, qui n'est pas un face-à-face d'ailleurs, ça m'a fait penser à Far Cry, moi. Qui n'est pas un duel comme on peut retrouver, plus classiquement dans les westerns, quoi, mais ils sont 4 en fait, plus les Indiens autour. Ah ouais. Donc voilà, non, mais donc bah ouais, Delon, moi que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ce film-là, dans ce rôle-là. Et puis voilà, quoi rajouter de plus que non, c'est un film qui fonctionne plutôt bien, qui a des petits côtés au-delà des clichés, kitsch. On est carrément dans du kitschos, c'est du. Et dans du très codifié western. Ouais, mais bon. Mais même sans, enfin bon, je reviendrai pas sur la sangle. On peut en citer d'autres parce qu'il y en a d'autres comme ça. Hein. Kuroda qui coupe un moustique en deux avec voilà. Enfin, voilà quoi. Non mais il y a voilà, c'est des petites choses drôles, on va dire, qui sont pas vraiment des comment dire, des maladresses ou des. Je pense que c'est pour rajouter au ton comique, quoi. C'est voilà, c'est le ton comique du film, quoi. Ouais, c'est inhérent à l'époque, je pense que c'était l'humour qui était comme ça. Après, moi, je trouvais la scène du bordel avec Mifune, je la trouvais, c'est bête, moi, je l'ai trouvée jolie. Quand il est avec Maria. Même que c'est une prostituée, il y a du respect pour elle. Oui, voilà, même la Maria, là, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Maria, là. Et donc, je trouvais cette scène, je la trouvais super, en fait. Je la trouvais jolie, en fait. Le côté où, c'est elle qui le déshabille, il se lave d'abord, après, il met le peignoir blanc. Ah, ça, c'est parce que chez eux, c'est comme ça, c'est la femme qui déshabille le guerrier. Ouais, il y a une marque de respect, et puis peut-être la façon dont ils traduisent, eux, dans leur culture, hein, la soumission. Ah, puis la secouille, et puis là, voilà. Ouais, bah, oui, ça, oui. Voilà. Justement, tu parlais de choc des cultures, et justement, les deux cultures qui s'entrechoquent, c'est bien montré. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont deux façons de se comporter totalement différentes. Cette scène, elle était belle, en fait. Oui, cette scène, je trouvais vraiment, je trouvais jolie. Voilà. Oui, c'est la première fois que tu voyais ce film ou tu avais déjà vu avant ? C'était la première fois que je le voyais, oui. Et puis bon, bah, je suis pas grand fan des westerns en général, mais j'aime aller quand on me le recommande vers certains. Et là, ouais, c'était plutôt un bon. Enfin, moi, j'ai apprécié, donc ouais, j'y suis allé un petit peu comme toi, Clem. Bonne surprise et. Honnêtement. Un western des années 70 avec Charles Bronson. Oui, voilà, j'ai fait cette. Dans l'annonce. Oh là là. Fabrice n'aurait pas amené l'anniversaire de Charles Bronson. Ah ouais, quand il a dit ça, tout de suite, ça m'a fait putain soleil rouge. Mais en même temps, oui, voilà, il a ce côté qui n'est pas classique en fait, quoi. Donc c'est très bien. On sort un peu du Bronson habituel. Et des westerns habituels aussi, hein, parce que il en a fait d'autres bien plus classiques. Il n'y a aucune botte de paille. Ah mais il n'y a pas des bottes de paille dans tous les westerns. Oui, bah je sais pas, moi ce que j'ai vu, j'ai voyé un plomb cadré avec un dessin et une botte de paille. Ça, c'était Il était une fois dans l'Ouest avec Clint Eastwood. Ouais. Mais voilà, sinon, ça se regarde très bien. Voilà, à part, bon, si, allez, un point que vraiment, moi, ça m'a insupporté, c'est le doublage d'Ursula Andress, qui est vraiment pas bon, moi, j'ai trouvé. Ouais. Par rapport au reste, pas bon. Elle a le même doublage dans le James Bond, c'est Dr. No, je crois. Elle a le même doublage et c'est vrai qu'elle a une voix super énervante. Ouais, elle est super énervante et. Ouais. Donc, pour toi, un bon film. Moi, j'ai bien apprécié. Ouais, franchement, ça peut être un Bronson que je peux recommander, oui. Ok. Bon, moi, je vais donner quand même vite fait mon avis parce que vous avez quand même relativement tout dit. Pour moi aussi, c'était la première fois que je le voyais, ce film. Ou alors, je l'ai vu il y a très très longtemps, ça ne m'avait pas marqué. Ah ouais. Donc, franchement, une très bonne surprise. Moi, j'ai adoré. Donc, comme quoi. Hein. J'ai ma petite surprise, là, tu vois. Il est content. Bah oui, je suis content. Ouais, et moi, je pense que le choix de Delon, c'est pas anodin parce que
au niveau du Japon, c'est quand même un acteur qui était très très respecté. Une grande star au Même, Japon. grande star, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc je pense qu'ils ont essayé de faire un petit parallèle. Et ouais, enfin, moi je suis pas fan de l'acteur ni du bonhomme. Enfin, j'ai peut-être pas vu assez de films de lui aussi. Donc, mais ouais, là dans ce film, moi je le trouve excellent. Dommage qu'il soit sous-exploité, quoi. Bah, revoyez des films du début de sa filmo, et il est très bon. Et puis oui, bah, il a une gueule, comme disait Clem. C'est vrai que c'est le méchant beau gosse, parce que voilà, il a quand même un certain charisme. D'ailleurs, tu t'attends pas à ce qu'il soit méchant quand tu le vois comme ça. Non, mais rien que les premiers éléments du film font que. Mais regarde, mais si tu le jugerais rien qu'à ses vêtements, t'es faussement induit, quoi. Tu vois, il est classe, quoi. Je pense que le costume noir n'est pas si anodin que ça, en fait, dans le film. Les codes vestimentaires, les codes de couleurs oui. Dans le film sont très importants. Dans le film, ça refait ressortir beaucoup de choses, des codes visuels et des codes vestimentaires. Donc, je pense que finalement, le côté costume noir, l'apparence qu'il a, ce côté-là, non, pour moi, c'est pas si anodin que ça. Et du coup, tu peux t'en douter un petit peu quand tu as un de leurs amis braqueurs qui dit moi, je lui fais pas confiance, quoi. Oui, bah oui, parce qu'il a tout, il a le visage, il y a le côté très sombre, très noir, alors que les autres costumes, ils sont marrons, ils sont beiges, ils sont clairs. Lui, il a vraiment ce côté directement costume noir qui arrive directement de la première scène. Et visuellement, on voit que c'est pas. T'as pas envie d'être copain avec lui. En fait. C'est pas faux que Kuroda est habillé en gris. Puis si tu connais le Bushido, le Yin Yang, rien n'est noir et rien n'est blanc, tout est gris, quoi. Donc je trouve que les codes visuels dans ce film, je pense qu'ils sont aussi importants à noter, en fait. Peut-être, oui. Et du coup, oui, bah, leur copain braqueur, il dit moi, je lui fais pas confiance. Et on voit le regard noir que Delon lui jette, mais il a dû se faire dessus, un petit peu comme lui fait la blague Link. Je crois que tu as mouillé ton pantalon. Donc, et en fait, ce film pourrait s'apparenter un petit peu à un buddy movie. Oui. Donc, il y en a plein, un petit peu une traversée d'un pays. À l'époque. C'est ça. Des grands duos comiques. On marche sur le ressort différence de culture, vraiment. Et ça, c'est hyper intéressant. Enfin, on l'a peut-être vu dans d'autres films, mais là, c'est bien amené, c'est respectueux. Même s'il y a encore quelques clichés sur les Indiens, les Mexicains et tout ça, mais par rapport au Japon, finalement. Les Japonais, enfin. Mais si tu veux, là, c'est pareil. Les Japon, ils sont gentils. Les Mexicains, les Indiens, ils sont méchants, là. Tu vois. Donc, on prend un peu moins d'attention à les mettre en valeur. Voilà. Mais on essayait quand même de respecter un petit peu la culture nippone, quoi. Oui, tout à fait. Mais ouais, une belle surprise. Gros point positif pour Delon. Bronson fait du Bronson, mais justement un peu différemment. Un peu plus subtil. Il frise par moment. Il est moins monolithique qu'habituellement, je trouve. Un peu plus expressif. Exact. Oui, par exemple, la scène quand il veut lui piquer quand il veut reprendre ses bottes. Ouais. C'est une moustique. Cette scène-là, quand il veut reprendre ses bottes, c'est vrai que on sent le. Voilà, on sent que. Le roublard. C'est ça, voilà. Bon, puis ils se sont peut-être amusés aussi, Bronson, justement, de sortir un peu de sa zone de confort, puis de déconner un peu, quoi. Second film qu'on avait dans notre liste, alors ce ne sera pas Cosa Nostra, ce sera Les Collines de la Terreur, qui est sorti exactement la même année que Cosa Nostra, mais un petit peu avant. Donc, le deuxième film, quoi, Les Collines de la Terreur, de Michael Weiner, qui est donc de quelle année ? 72. 72, voilà, parce que là j'ai eu une faute de frappe, tu vois. Donc avec Charles Bronson, toujours, et Jack Palance, qui est très connu à l'époque. Donc on est en 1873 dans une petite ville du Nouveau-Mexique, et puis un Apache nommé Chateau abat un shérif dans un bar, un shérif qui le provoquait par pur racisme.
Donc, Vlad Château qui se retrouve traqué par 13 hommes, tous des anciens de l'armée confédérée, ou des voyous, ou des possesseurs terriens. Donc, il s'enfuit dans les montagnes pour les semer, hein, en tout un jeu de fausses pistes pendant de longs jours, avant que ceux-ci arrivent par hasard à découvrir sa maison. Et il viole sa femme. Après il tue son ami, parce qu'il vit avec sa femme, son fils et un ami indien. Donc Château décide de se venger, hein, purement et bêtement, hein, c'est un revenge movie tout simple. Hein. Donc il est parfaitement à l'aise dans les montagnes, hein, c'est son territoire, il le connaît parfaitement. Donc il inverse le rapport de force de ses poursuivants en les disséminant dans les montagnes, puis il décide de les avoir un par un, parce que sinon, vu qu'ils sont 13 et lui tout seul, ça va être vite fait. Et voilà, donc on suit d'abord le chasseur qui devient le chassé. Et en fait, c'est un pur film de vengeance. Hein. Ça aurait pu s'arrêter avec la traque et à un moment, ça devient dans un revenge movie. Voilà, là j'ai résumé, il n'y a rien d'autre à en dire. Sinon, je spoil. D'accord. Alors, non, moi, ce film-là, on l'a regardé juste derrière le film avec Cosa Nostra. le Cosa Nostra, là, le truc italien là, que j'ai pas aimé du tout. Non plus. Donc, on est parti directement sur ce film-là. Et quand il m'a dit en western, je fais OK, bon, alors, pars sur une idée positive, tu as bien aimé le premier, tu vas partir sur cette idée-là. Moi, honnêtement, le film, je l'ai trouvé un peu mou. L'ensemble du film, en fait, on sent que la tension, elle monte, elle se stagne et elle redescend comme un flanc. Moi, perso, j'ai pas compris à la fin. Alors, à la fin, je l'ai compris, mais je veux dire que c'est trop honnête. La fin, elle est trop nette, en fait. Il tue le dernier mec. Et... Non, tu le vois même pas. Hein. Ouais. Non, on devine qui tue le dernier mec. Oui. Oui, on n'a pas un coup de fusil. Voilà. Et on a directement le générique de fin. Donc voilà, je trouvais que la fin, elle était super brutale. Sinon, le jeu de Bronson, il est magnifique. Magnifique. Enfin, moi, honnêtement, j'ai adoré son personnage avec de très longs dialogues très importants. Le Mexicain est bien. Il est allongé dans la poussière et puis tu vois... le seul dialogue... Il voit les mecs passer et puis il fait... Il y a le Mexicain, c'est bien. C'est bien. Et je crois que c'est le seul truc qu'il dit en français de tout le film. C'est le seul dialogue qu'il a dans le film. Sinon, tout le reste, il va parler en apache. C'est ça, c'est le seul dialogue qu'il a dans le film. Donc voilà. Il parle pas. C'est ça. Mais sinon, je trouve que... Par contre, il a une présence. Il a une présence. Il a ce côté, comme je dis, charismatique... avec son slip en peau de moumoute là. Il a bien en indien, quoi. Et ses bottes en. Il a bien en indien. Donc voilà. Il est bien conservé, Bronson. Hein. Il est une belle musculature. Super ridé, donc tu t'attends à un papy, quoi. Et là, tu le vois, il est putain. Et moi, j'ai pas 40 balais, je suis moins tanké que lui, quoi. Ouais, mais du coup, 72, ça fait quand même 51 ans, Pépère. Hein. Ah ouais, non, il est bon. Il a un beau physique, quoi. Il est sec, athlétique il est sec, il est athlétique et tout. Si, cette fois, il est encore bien conservé, Pépère. Ouais, c'est vrai. Il est là, il galope dans la montagne comme un mouflon. Tu peux rien lui reprocher. Hein. Une chasse à l'homme vraiment très importante. Je trouve que dans le film, c'est un moment, je crois que je t'avais fait remarquer ça dans le film, que en fait, Jérôme ne comprenait pas pourquoi en fait il partait pas en fait. Une fois qu'il est traqué, en fait, il les suit étape par étape. Il n'a pas ce côté où une fois qu'il sait qu'il est suivi, il s'en va super loin une fois qu'on ne le retrouve pas en fait. Et en fait, je trouvais que c'était assez important qu'en fait qu'il restait à côté approximatif et en fait il donnait des petites pistes. Moi je me suis dit il est pourchassé à moins qu'il y ait une raison qui l'amène. Parce qu'en fait, si tu veux, moi il y a un truc que j'ai pas compris dans ce film-là, c'est que s'il veut pas qu'ils aillent à son repère, faut pas qu'il les amène là-bas non plus. Non, pour moi, parce qu'il les amène quand même à proximité tout en voulant les perdre.
Et en fait, moi, j'ai trouvé que ça, c'était très débile. Mais non, en fait, il joue avec eux, en fait. C'est un jeu. C'est Ouais, le jeu de mais chat à la bon, souris. il joue avec eux, peut-être par ego, et en fait, du coup, il se fait couillonner, il chope sa gonzesse, et puis il la nique, quoi. Excuse-moi. Ouais, mais je trouvais ça, le jeu chat à la souris, je le trouvais super Moi, intéressant. c'est en un fait. peu c'est intéressant, mais je trouve que c'est mal amené. Oui, peut-être. Mais moi, je trouvais ce jeu-là assez Parce intéressant. qu'à cause de ce qu'il a fait là, il arrive le viol de sa femme, on brûle ses terres, on lui prend ses chevaux, et il se retrouve à devoir buter tout le monde pour se venger. Il se serait barré en galopant comme un taré, il ne l'aurait jamais retrouvé. Au bout de 2-3 jours, ils auraient pu vu de traces dans le désert, ils auraient fait demi-tour. Là, je me dis qu'il a un petit peu semé sa propre perte, quoi. Après, je trouvais Je sais pas si tu l'as vécu comme moi, Boris, ce truc, mais. Si, bah, il y a des petits non-sens comme ça, mais. Oui. Enfin, c'est un gros non-sens parce que c'est quand même plus de 3/4 du film. Bah ouais, mais bon, il y a tous les passages où il cherche à faire perdre sa piste en fin de compte, mais où le Mexicain qui guide les autres prend à contre-pied le truc, plus ou moins. Enfin, pourquoi il casse la branche pour donner une fausse piste et puis en fin de compte, le Mexicain dit bah non, il part là-bas. Enfin, je sais pas, il y a des trucs, pas des non-sens, mais des choses incompréhensibles, quoi, en fait. C'est vrai. Après, je trouvais que le rôle de Jack Palance, qui est un personnage super intéressant, hein, l'ancien militaire avec son costume, son chapeau, Le confédéré. le Oui. confédéré, en fait, le capitaine, en fait, on part du principe qu'en fait, tous les méchants à cheval sont tous racistes, hein, même le Mexicain, à un moment donné, il y en a un barbe des trois frères, là, je crois, qui veut lui faire exploser Oui, la juste parce tête. qu'il est mexicain. Juste parce qu'il est mexicain. Non, il est mexicain mixé avec un. Le racisme est très au cœur de ce film. Ah bah oui, de toute façon, oui. Puis un racisme inconsidéré. Oui, t'as une couleur de peau différente. Il est explicable par rien d'autre, juste ta couleur de peau. Quoi. Oui, c'est ça, du voilà. pur racisme. Au début, on a l'impression qu'en fait, il est super raciste, il est méchant, il est super méchant, et au final, on découvre au fur et à mesure de l'histoire que, en fait, il cautionne pas du tout le comportement des autres qu'ils peuvent avoir avec dans le film. Alors, par exemple, la scène du viol avec. Mais il laisse faire. Et il laisse faire, il laisse faire, hein, comme malheureusement tous, hein, comme on dit. Hein, Qu'est-ce qu'il a dit? On n'arrête pas un loup et on se met pas entre un loup et sa proie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, je trouvais que ce personnage, en fait, il était aussi important dans le film que Charles Bronson, parce qu'en fait, on le met aussi beaucoup en avant dans ce film. Bah oui, c'est le chef. C'est le chef, mais aussi, je trouvais que son personnage, il évoluait super intéressant aussi. Donc, en fait, ce côté vraiment qui a fait la guerre, qui a perdu, hein. Je crois comprendre qu'ils ont perdu, une guerre. Il a tué des Indiens, il les déteste pas pour autant, mais au final, il cautionne pas la cruauté qu'on peut avoir envers eux. Il n'est pas toujours d'accord avec les décisions des autres, et au final, on découvre son côté un peu gentil, quoi. Il n'est pas si méchant que ça au fond, et je trouvais que en fait dans ce film traite beaucoup d'humains. Ce film est très humain en fait. Sur l'avant, il traite pas mal le côté racisme, le côté les chocs de culture, la lâcheté, la corruption, la haine, la violence, le sexe, la débilité, hein, clairement, parce que les trois frangins là. Ouais, ils doivent être consanguins. Quand il veut se taper la sœur dans la grange. Il se tape pas sa sœur, il veut pas se taper sa sœur. Il dans la grange. Il fait, laisse-la, elle est de la famille. Puis je fais à Clément, je dis, attends, il se tape sa sœur ou c'est une gamine qu'ils ont adoptée? Et non, il se tape sa sœur, il veut se taper sa sœur. Au début, on les rencontre, ouais, ça. Ouais. Il veut se taper sa sœur. Moi, c'est ce côté-là du film qui m'a vraiment plu, en fait, c'est le côté où on traite en fait des choses qui sont encore en 2021 d'actualité, hein, le racisme, la couleur différence de peau, la haine raciale, la différence en général, le fait de laisser faire des choses qu'on devrait peut-être pas laisser faire. Je trouve que ce film traite encore de sujets qui touchent encore à notre époque, et je trouve ce film vraiment très humain. Le côté vengeance de Charles Bronson parce que sa femme se fait violer, voilà, c'est un homme à qui on a touché, on a brûlé son ami, on a brûlé ses terres, l'Indien, ils le font quand même cramer. L'Indien, ils le font cramer, et voilà, tu vois à ce moment-là, Jacques Palance, hein, l'Indien qui se fait brûler,
il lui tire dessus, Oui, histoire parce qu'il le brûlait vif finalement, il avait juste perdu conscience et il le met au bûcher. qu'il n'est pas mort. Ouais, puis il se fait encore engueuler par les autres. C'est ça, donc non, je trouve que ce film, en fait, il est plus humain que je trouve que le premier western où vraiment on était sur le côté un peu plus cliché du samouraï, machin, ça. Et là, ce film, en fait, malgré le fait que le scénario soit un peu plat, que bon, il y a le côté track, après le côté que des plans contemplatifs de course à cheval. C'est ça, le côté là, track. Il y en a beaucoup trop. Après, tu as le côté track, après, bon, tu as le côté où il tue tout le monde, Ça et puis à la s'inverse. fin, ça refait retomber un peu le soufflet. Que, non, je trouvais ce film, voilà, il traitait vraiment, était vraiment très, très humain. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans le film, voilà, de traiter le côté, en fait, tous les points de vue étaient traités, tous les points de vue, en fait, étaient traités, hein, le côté, le mec qui vient d'arriver, qui débarque, enfin, comment il s'appelle, je trouve, il y en a un qui débarque et de la Nouvelle-Angleterre. Oui, qui est nouveau là, et au final, il a dit ouais, je sais pas ce que je vais me foutre là. Oui, c'est ça, et puis si j'avais su, j'aurais été dans une autre partie du pays. Oui, puis à un moment, il disait à Jack Palance, en fait, toi, tu viens d'où? Et il lui dit, je suis texan. Et là, ça fait un rappel au Texas, Ku Klux Klan, super raciste, mais en fait, lui, il l'est pas du tout. Malgré son passé de militaire confédéré, la guerre avec les Indiens, tout ça, non, quoi. Voilà, moi c'est ce côté-là du film qui m'est ressorti le plus, hein, parce que même le scénario est un peu plat, mais moi c'est ce côté très, très humain du film qui m'a beaucoup plu, le côté humain, le côté psychologique, l'évolution du traitement psychologique aussi des personnages, hein, de la haine au remords, qui se marient bien, et puis voilà, hein, le côté humain du film. Pour moi, ce serait ça. Voilà. Merci à toi, Clem. Boris, je pense que tu en as dit un peu plus mitigé. Ouais, alors, côté humain du capitaine, ouais, qui est sympa. C'est vrai que c'est peut-être le seul qui traque, en fin de compte, Château, pas parce que c'est un Apache, mais parce qu'il a tué le shérif du village, en fin de compte. Le shérif, ça, hein. Bon, le shérif, au départ, c'est le gros raciste, et puis bon, voilà, quoi, il menaçait clairement le château, c'est pour ça qu'il l'a tué. Mais en effet, oui, ce capitaine, c'est peut-être le seul qui n'est pas là pour tuer de l'Apache, mais pour rendre justice, parce que il a tué un shérif, quoi. Juste et la loi, quoi. Voilà, c'est ça. Après, Jeu du chat et de la souris qui aurait pu être intéressant, qu'il l'est un petit peu au début. En effet, c'est sympa, cette recherche de fausses pistes et tout ça qui commence à mettre en place. Et puis bon, les autres, ils sont dirigés par donc ce fameux Mexicain là qui est pisteur en fin de compte. Toi, t'es Mexicain, bon c'est bon, tu sais comment fonctionnent les Apaches. Enfin bon, voilà. Son recrutement est déjà hyper raciste à la base par les 2-3 autres là qui viennent le chercher. Enfin, et puis ce jeu du chat et de la souris, finalement, il prend un certain rythme qui devient répétitif, redondant et trop pour moi qui du coup avait l'impression de revoir en boucle la même chose. C'est vrai. Hop, fausse piste, hop, je suis l'Apache, j'en nique un par derrière, et puis hop, on continue la traque, on va un petit peu plus loin, hop, on refait la même chose, une petite fourberie, et puis j'élimine tous les gars comme ça. Ça aurait pu être sympa, hein, mais là, ça fait vraiment trop répétitif dans la structure à chaque fois. Et puis les mecs, quoi, enfin tous ceux qui sont à sa poursuite. Surtout s'ils sont 13, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, ouais, parce que c'est un par un quasiment à chaque fois, quoi. Et à un moment, ils s'engueulent, ils se tuent entre eux. Ouais, mais sur la fin. En permanence, c'est en plus entre deux les moments calmes, voilà, c'est ça en fait, c'est qu'on a le capitaine là, Jack Palance qui se remet en question, qui dit non, mais enfin qui cherche à tamiser quand même les choses, et puis hop, il arrive des fois à retourner la tête d'un en lui faisant comprendre que c'est peut-être extrême, ou que c'est trop, ou qu'il y a des choses plus humaines à faire. Et tu vois, ces moments-là, ils auraient pu être sympas si le rythme avait été plus soutenu. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a l'impression qu'il fait ce discours-là 3 fois, que l'autre qui se demande pourquoi il est là, il se le demande 3 fois dans le film, de la même façon. À un moment, si tu as un tant soit peu objectif, tu dis putain, c'est tous des cons, je me casse.
Ouais, il y a ça aussi, ouais. Et puis, Très lâche aussi dès qu'on menace avec dès qu'on menace avec un flingue, il change, il se remet tout de suite au niveau des En autres. fait, il sait qu'il va pas avoir le contrôle sur les 3 frangins, du coup, il s'écrase. Donc en fait, il a un côté très lâche aussi de Ouais, ce côté-là. ouais. Il va pas au bout de ses convictions en fait. Non, et puis je disais tout à l'heure quelques incohérences, mais surtout des choses que je comprends pas, moi, dans la façon de réagir de Château. D'ailleurs, je suis pas le seul, puisque même ses poursuivants disent mais pourquoi il nous a pas tués tous pendant qu'on dormait, il a juste crevé nos gourdes. Ouais. Bah voilà, le film était fini en un quart d'heure, c'était plié, quoi. Enfin, et même eux, ils comprennent pas. Et moi, du coup, j'ai toujours pas compris, en voyant jusqu'au bout le film, la motivation. Non plus, hein. S'il veut pas qu'ils les suivent, les mecs qui sont en tête, il les bute. Voilà, il aurait pu. Je pense que bah oui, le côté après assoiffé, les mettre Non, dans les montagnes, les Non, assoiffés. mais il les fait souffrir hein, petit à petit, hein, on comprend bien. Hein, il tue les chevaux pour qu'ils restent à pied, tout ça. Enfin bref. Ouais, il veut les des épuiser scènes avec. psychologiquement, mais ça n'a aucun intérêt scénaristiquement parlant et à le regarder. C'est ça, pourquoi on ne sait pas. J'ai pas sa motivation au départ de ça. Après, il y a des scènes moi qui m'ont un petit peu choqué. Alors bon, ça va peut-être faire sourire ou être bizarre ou je sais pas, je suis peut-être naïf là-dessus, mais ils ont fait mal à des chevaux quand même dans ce film-là. Oui. Il y a des descentes ou des chutes de chevaux. Pour moi, franchement, c'est pas de la cascade. Non, c'est pas. Ah non, là non, ils descendent des pentes comme ça. Il y en a un, je crois que c'est le tout premier qui se blesse d'ailleurs comme ça. La pente est très rugueuse. Ils descendent, ils arrivent un peu trop vite en fait, et il y a 2, 3 même chevaux, je crois, qui tombent ou un seul, je sais plus. Mais vraiment la chute, elle est pas. Je pense que les chevaux sont vraiment fait mal. Je pense que là, il y a quelque chose. Bon, voilà, un petit côté association des animaux. Brigitte Bardot. Mais non, mais ça m'a choqué, franchement, voilà, ça m'a choqué. Deuxième chapitre, Brigitte Bardot, quand il bute le serpent et qu'il le bouffe, là. Oui. Mais le bouffe. Faut bien manger. Mais le bouffe. Ouais, mais là, c'est du live, quoi, c'est du vrai, quoi. On ferait plus, on n'a plus le droit aujourd'hui. Hein. Mais la peau du crottal, c'est un crottal, quoi. Tu chasses pas quand tu joues à Red Dead Redemption, tu fais pas le trappeur. Non, mais aujourd'hui, tu verrais ça à l'écran, tu sais que c'est du faux. Ces petites marguerites, ces petites feuilles, il prend que les plantes, en fait. Lui, il suce des racines, quoi. Je prends les billes. Non, voilà, on sait que pour l'époque, ils ne pouvaient pas faire du faux là-dessus, c'est pas possible. Et puis la scène, elle est trop bien filmée. Côté animal. Ça peut être un morceau de poulet. Tu prends le Cannibal Holocaust, c'est carrément une tortue. Hein. Voilà. Et puis, juste pour terminer un truc, c'est que finalement, les sauvages, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Parce que finalement, comment ils se comportent tout le long de la traque, là, la bande à Palance et compagnie, ils voient des espèces de huttes, ils les brûlent. Il n'y a personne. Hein. Le camp est désert, ils savent que c'est des Indiens, mais du coup, ils font une de ces fiestas à tout brûler, à courir sur place et à faire un rodéo, quoi, on va dire. Ils sont méchants, mais et puis leur racisme insoutenable qui est vraiment sauvage, quoi. Et puis le viol et tout ça, c'est eux les sauvages finalement, hein, contrairement à ce qu'ils veulent. Le rapport de force, il est inversé, quoi. La sauvagerie est inversée, ouais. C'est vrai. Par rapport à ce qu'ils veulent dire. Le film, il est intéressant par ses thématiques abordées, mais il est maladroit dans sa réalisation. Ah oui, donc clairement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des points intéressants, mais sinon. Il est très bien filmé, mais il s'étire trop. Oui. Je pense qu'il aurait duré 1h15, c'était bon. À l'époque, ça se faisait. Le scénario. Des films d'1h10, 1h20. Le scénario lui-même, il est un peu plat, quoi. Mais je trouve que c'est le côté. Le scénario, il est très simple. C'est ça, en fait. C'est répétitif, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué, c'est le côté répétitif. Voilà. Ouais, puis on va dire qu'on n'a pas des mises à mort ou des. Les mises à mort sont pas impressionnantes, si tu veux. Elles vont pas te faire oh putain là il y a été, tu sais, genre il a quand même brûlé les cocoronets, ça te fait faire un petit crescendo, tu vois, ça te redonne un intérêt, quoi. Tu vois, une mise à mort très sec, très viscérale, qui aurait justement contrasté avec la platitude, ça aurait peut-être redonné un intérêt. Et là, en fait, je trouve que tout est plat, en fait. À part justement les thématiques abordées qui sont bien faites, en plus, elles sont quand même bien traitées. Il y a des bonnes scènes de dialogue.
Bon, ça peut sembler un peu cliché, mais au moins ça a le mérite d'exister. Ils essayent quand même de mettre ça en place. Et en fait, je trouve que tout le reste est très plat. Bah, je trouve qu'en fait, la seule mort, entre guillemets, qui est un peu symbolique, c'est la mort du premier frère, je crois, où il est contre un rocher avec son pistolet dans le dos et Ouais. il a le sexe qui est brûlé. Puis c'est là que ça part en couille. C'est ça, c'est la seule scène, la seule mort, entre guillemets, qui est symbolique vraiment par rapport au viol de sa femme. Il y a vraiment juste cette scène-là qui est symbolique, en fait. Les autres morts, il tue dans le dos d'une balle et puis il termine avec une épaule cassée, ou alors il tue l'autre et puis il laisse crever en prenant son flingue et puis son eau. Entre guillemets, du film, la seule mort symbolique, c'est celle-là. Par rapport au viol réel, la seule mort, c'est celle-là. C'est la seule qui est en raccord avec le viol, quoi. Parce que du coup, c'est Michael Winner ou je sais pas quoi, le réal ici. Ouais, oui. Le réel du justicier. C'est ça. Ouais, bah, tu reconnais un peu sa patte. Hein, Effectivement, j'ai vu. Il n'y a rien d'extravagant. C'est vrai, c'est vrai. Non, il est très plat dans la mise en scène. Jérôme, quelque chose à rajouter sur La Colline de la Terreur? Non, je suis assez d'accord avec Boris et Clémence. Un film qui est intéressant par ses thématiques, certains personnages, certains dialogues, mais qui est plat comme qui est plat comme une planche à repasser au niveau de l'intrigue, de la mise en scène et de la mise en situation. Et puis qui retombe comme un soufflet. C'est très dommage et la fin, elle est... La fin les cache. La fin, elle est... Bon, la fin, c'est la fin, quoi. Ah bah là, oui, on peut le dire ça, c'est clair. Voilà. Hein. On va dire que si tu veux un film qui est dans le même genre mais qui fait ça beaucoup mieux, bah t'as The Revenant avec DiCaprio. Voilà. Bon, voilà, c'est quand même... Inaritu, il sait faire de la mise en chef-d'œuvre. Hein. Il sait faire de la belle contemplation, il sait quoi. Voilà, c'est ça, il sait. Là, si tu veux, t'as l'antithèse. Bah, mais bon. L'autre ne disait pas. Alors après, en voyant le justicier, j'espère que tous les films de Michael Weiner sont pas comme ça. On va jeter un œil à sa filmo pour se faire un avis, peut-être. Il a pas fait grand-chose à part les justiciers. Peut-être un ananas. Voilà. Peut-être. Bon, alors, à voir. Bon, on va attaquer le troisième, qui était Cosa Nostra, film policier franco-italien, dans lequel on suit Joe Velacci, qui est, on va dire, un homme de main de la mafia, enfin de la famille, alors attendez que je vous retrouve le nom, de la famille Genovese. C'est ça. J'essaye d'avoir l'accent... Oui, parce qu'ils sont là, c'est Genovese. Hein, Genovese. Donc, Genovese, qui est joué par Lino Ventura. Et la famille, je l'ai mauvaise. On n'est pas chez nous. On n'est pas content, on est concassé. Donc, du coup, joué par Lino Ventura. Hein. Encore un acteur français qui joue avec Branson. Et très bon, et qui jouait très bien. Enfin, moi je l'ai beaucoup apprécié. Donc, du coup, les deux sont emprisonnés. Et on va suivre en fait l'histoire de Joe Velacci qui se retrouve en interrogatoire avec un flic, ou enfin, je crois que c'est un inspecteur, hein, qui essaye de remonter un peu. Oui, c'est un agent fédéral, ouais. Qui essaye de remonter un peu. En gros, il poucave, parce qu'en fait, il est dans une prison pas très cool, et au final, il va dans une belle prison où il a des rideaux à ses fenêtres. Donc, je pense qu'à un moment donné, il poucave. Voilà, à mon avis, c'est pour améliorer aussi un petit peu. C'est pour améliorer un petit peu son train de vie au niveau de la prison, je pense. Donc, du coup, il retrace un petit peu sa vie de l'entrée dans la mafia jusqu'à son internement en prison. Donc, voilà. Donc, il fait des petits boulots, chauffeur, hein. On commence toujours comme ça. Hein. Et petit à petit, il va monter les échelons de la famille. Et voilà, donc c'est un petit peu le speech de départ. On part sur une histoire vraie, celle de Joe Velacci, qui était réellement un mafieux qui a réellement existé. Donc on a un côté autobiographique, un côté biographique. Il se retrouve donc à monter un peu les échelons et il arrive même à devenir, on va dire, pas parrain, parce que parrain c'est vraiment encore au-dessus, mais un chef d'une des familles du clan donc Capo. Hein? Donc Capo.
Ouais, certainement. Je connais pas les termes. Moi, Ils si. l'utilisent pas d'ailleurs pendant le film. Non, hein. ils disent pas. Non, je pense que c'est inhérent à la mafia italienne quand ils se sont exportés outre-Atlantique. Et du coup, ils font même voir les pactes de sang, enfin, les serments avec le papier qui brûle dans les mains, avec le petit serment en italien qui va bien. Moi, j'ai trouvé ça sympa à suivre, avec pas mal de scènes assez violentes, même si c'était pas forcément très bien réalisé ni très beau à voir. hein, mais il y a une scène qui est quand même assez marquante dans le restaurant où le mec il se fait littéralement couper les couilles. Quoi. Bon, on voit pas, hein, mais voilà. On entend gueuler, quoi. Ouais. On entend bien gueuler. Donc, Il faut être suggestif, ça suffit largement. c'est ça. Ah bah là, c'est... Ouais. Disons que... T'as mal pour lui. Bah ouais, parce qu'on est en contre-champ, en fait, si tu veux. Non, mais on a Bronson qui assiste à la scène et sa tête qui change au fur et à mesure, quoi. Et là, Et pendant toute la scène, quoi. Il se décompose, quoi. C'est rare que tu le vois afficher des expressions pareilles sur le visage, quoi. Ouais. Non, c'est une belle scène, celle-là, franchement. Et du coup, oui, voilà, on a le petit côté guerre des familles pour la suprématie du territoire hein, et des trafics. Parce qu'on a un nouveau... on a Lino Ventura, lui, il a envie de faire tremper un peu sa famille dans tout ce qui est drogue, mais le grand parrain, il a dit non, faut pas, ça va foutre la merde. Mais du coup, il fait quand même les choses à l'envers. C'est ce qu'il perd. C'est ce qu'il perd, hein, c'est ce qui l'envoie en prison. Hein. Mais on a réellement une vue différente de ce qu'on a pu voir dans certains films de mafia. D'ailleurs, je crois que Cosa Nostra, c'est un peu avant le parrain. Hein. Ça doit, parce qu'en fait, c'est les prémices de la mafia italienne, la restructuration face aux Irlandais et aux Irlandais notamment, hein, qui commençaient à prendre beaucoup de pouvoir. Surtout sur l'est du pays. Et comment ils ont décidé finalement, plutôt que de laisser chaque famille agir dans son coin, tout restructurer, réunir plusieurs familles sur certains points, dans certaines villes, réunir plusieurs familles selon la taille des villes et tout ça, et puis surtout leur dire d'arrêter de se foutre sur la gueule entre eux, quoi. On est italien, on n'arrive pas à tenir parce que déjà entre nous, on n'arrête pas de se foutre dessus. Donc on met tout ça de côté, on se restructure, et puis même si un tel a tué votre frère, maintenant vous laissez tomber. La famille, c'est la famille, point. Et donc toute cette restructuration-là, liée donc, aux Irlandais notamment, est intéressante. Il ne veut pas tremper dans la drogue parce que c'est ce qui fait tomber les gangs en général, d'après lui, et puis c'est pas dans ses valeurs au grand chef de famille. Et puis eux, ils veulent rester dans les protections de magasins, de bars, les machines à sous, les petits cambriolages, enfin voilà quoi. Les casinos clandestins, les choses comme ça quoi. Voilà. Les trucs classiques qui sont toujours faits quoi. C'est ça. Donc voilà, et puis oui. On va le voir, Bronson, finalement, jongler entre tout ça, avoir même se retrouver à la tête d'une des familles parce qu'il va avoir gagné un vote. Il va y avoir un vote sur la répartition des territoires et des familles. Et puis lui, il passe, forcément de simple on va dire homme de chauffeur, homme de main à chef de famille. Chef de famille, quoi. Voilà, mais qui va du coup rentrer plus ou moins en concurrence aussi avec Genovese. Et puis voilà. Mais ouais, le jeu d'acteur est plutôt bien ficelé. Hein, un bon ensemble, même les persos secondaires sont sympas, attachants, charismatiques. T'as encore quand même quelques clichés du Rital, de la mafia, quoi. Ça, le mec toujours costard. En même temps, est-ce qu'on est dans le cliché ou est-ce qu'on est dans l'historique? Parce qu'il y a quand même des choses liées à la mafia où ça peut peut-être paraître cliché, mais à l'époque, c'était une esthétique, il y avait quelque chose, quoi. De toute façon, un cliché n'est pas que pur cliché, il part toujours de quelque chose d'existant. Voilà.
Voilà. Mais on est vraiment sur quelque chose où les mecs ils sont toujours tirés à 4 épingles. Ah bah on sait, oui, c'est On mafia. voit tout de suite, c'est de la mafia. Ces époques-là, les hommes étaient toujours en costume ou alors en chemise bretelle. On n'était pas débraillés comme on peut l'être à notre époque. Même dans le Parrain. Les époques un peu plus modernes. Quand on regarde le parrain, ils sont tous tirés à la carte épingle, dans tous des costumes. Toujours bien gominés. Les cheveux en arrière, huilés, machin et tout, la petite moustache bien taillée. En même temps, voilà, tu te présentes pas devant le parrain tout débraillé. Oh, et puis t'as quand même une scène ou deux où que ça apporte un peu d'humour. Notamment quand t'as les flics qui le cherchent et il est tout mouillé. Oui, oui, au début, oui. Oh, puis qui continue à mouiller, puis tu vois les traces et tout, puis qui dégouline. Et non, ça, c'est marrant. La scène de course-poursuite est quand même convaincante. Avec des bagnoles d'époque. Oh, merde. Tu la trouves convaincante? Bah, c'est peut-être le seul truc, moi, qui m'a sorti les 2 secondes où ça a duré, ça m'a fait sortir. Je trouvais ça petit, en fait, si tu veux. Je trouvais que les voitures n'avançaient pas, et puis ils se tournent autour de 3 caisses. Comme ça, au bout d'un moment, ils se retrouvent à l'intérieur d'un hangar ou je sais pas quoi, c'est d'époque, quoi. C'est d'époque, hein, ils vont pas. C'est la scène, moi, qui m'a. Bon, ça m'a sorti 2 secondes du film parce que tout le reste, moi, je suis rentré à fond dedans quand même. Mais cette scène-là, ouais, non, je suis pas convaincu. Tu vas regarder un Incorruptible et tout ça, il y a des scènes de poursuite avec des coups de feu, c'est assez mou. Hein. Bah, Bonnie and Clyde ou un truc dans le genre. Souvent, les courses-poursuites à l'époque, ça devait pas être super violent, quoi. Moi, c'est juste un petit passage 2 minutes qui, je trouve, a mal vieilli. C'est le seul truc qui m'a. Mais bon, rien de gênant non plus. Les bruitages aussi, hein, on est bien dans les années 70. Les coups de feu d'époque, quand il y a une mandale, ça fait un bruit. Ouais, voilà. Donc on est obligé de rebruiter des trucs chelous derrière, mais c'est d'époque. Une serviette bien mouillée qu'une claque. Mais en soi, non, pas besoin de gros efforts perso pour être rentré dans le film. C'est vrai que voir Bronson sans sa moustache, ça fait bizarre. Moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué. Personnellement, je sais pas pourquoi, mais je suis non. Sa casquette quand il est en prison, en train de ramasser les boules, c'est impayable. En fait, sans la moustache, il est plus charismatique. En fait, j'entends que la moustache, elle fait tout, en fait. C'est vrai, ça faisait le bonhomme, hein. Ça fait partie de l'image. Après, moi, j'ai trouvé sympa dans le film, c'est ce côté, on est en prison, donc il a un certain âge et tout ça, et puis toute son histoire, quand il la raconte, ses flashbacks. Alors, je sais pas s'il a été beaucoup vieilli pour la scène de prison au départ, et puis que c'était sa vraie gueule jeune, enfin plus jeune dans l'histoire, ou est-ce qu'il a été bien rajeuni du coup pour les... Alors, je pense pas qu'il l'ait rajeuni parce que c'est quasiment que du flashback tout le film. Je sais pas, en tout cas il est bien grimé soit en vieux soit en jeune, parce que franchement c'est bien fait, c'est convaincant visuellement. Même si sur certains passages ils m'ont perdu entre est-ce qu'on est dans le présent, est-ce qu'on est dans le passé. Il y a certains petits allers-retours. C'est ça qui a fait que j'ai décroché du film à un moment, parce que je pigeais pas. Et comme vous le savez, moi, quand je pige pas, je bute. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, ça va trop vite. On passe trop vite du passé au présent et ainsi de suite. Ouais, c'est brut. Et à un moment, il avait les cheveux blancs. Après, son truc avec les cheveux noirs. Je me dis, merde, on a changé d'époque. Ouais. Et voir à un moment, c'était confus qu'il a une casquette et tu sais pas quelle couleur sont ses cheveux. Et au final... 5 minutes après, tu t'aperçois qu'en fait, tu es dans un flashback. Je suis oh putain, moi, j'avais pas compris ça, quoi. D'accord. Moi, le flashback, j'avais bien compris. Le film m'a sorti du truc à cause de ça, alors que je pense qu'il a un vrai potentiel. Mais à un moment, j'ai peut-être loupé une scène. J'ai peut-être détourné le regard, regardé à côté ou perdu dans mes pensées en regardant. Et tac, ça m'a fait décrocher. Alors, en fait, j'ai trouvé qu'au début, comme je disais, Bronson, il surjouait un peu parce que genre, il fait « Bah alors, on me salue pas !» Puis tu sais, puis il fait des grands mouvements dans les mains, puis je fais « Bah merde, Bronson, il surjoue !» Alors que d'habitude, il est les bras de ballon, il les mains dans les poches, il est pas expressif. Et là, il en faisait des caisses. Et déjà, au début, j'ai tiqué. Mais je me suis dit, bon, il parle avec les mains, le côté italien. Cette scène. Peut-être qu'il a voulu rendre ça. Et bon, après, je te dis, c'est vraiment le scénario qui, à un moment, flashback, présent, flashback, j'ai fait, cette scène d'intro a quand même du mal à imposer le truc parce que, oui, tu vois qu'il essaye de s'imposer,
Mais que derrière, t'as tout le monde, ils s'en battent les glaouis parce que. Bah, ils s'en battent les boules, hein, littéralement. Ouais, hein, voilà. il les cogne. Bah, en fait, tu comprends qu'ils sont tous corrompus et à la solde du même mec, quoi. Mais en fait, déjà, tu comprends pas pourquoi il est en prison, en fait. Maton y compris. Bah, tu comprends qu'à la fin pourquoi il est en prison en fait. Ah, tu vois, je comprends pas pourquoi il est en prison déjà, parce que la première scène, tu le vois, il joue au beau. Bah, il est en prison. Oui, mais en fait, il est en prison. En fait, l'histoire part de là, c'est que en fait, il est en prison et il tue un mec. Mais ce c'est qu'il tue pas le bon mec. Il pense tuer un mec qui est en rapport avec Genovese, qui se trouve lui aussi dans la prison. En fait, au début, je pensais que c'était un flic qui était infiltré. En fait, il est infiltré suite à ça. C'est parce que de tuer un gars dans la prison. En fin de compte, il lui demande pourquoi il a tué le gars. Il dit bah parce qu'il a un rapport avec Genovese. Et là, il commence à dire voilà, j'ai eu ce rapport-là avec Genovese. Ouais, Genovese, on veut le bloquer, nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, moi, maintenant, il faut me protéger parce que Genovese, il est un petit peu au courant que j'en ai après, après lui. Et du coup, faut que vous me gardiez en vie et tout ça. Et en échange, je vous donne toutes les infos sur la mafia, je balance tout. Ouais, c'est ça. Là, donc, on voit toute son histoire. C'est là que tu vas tout raconter, quoi. Voilà. Et c'est là qu'il y a le flashback. Voilà, c'est là qu'il y a t'alternes entre flashback, réalité, flashback. Et donc, quelque part, au fur et à mesure, tu apprends aussi que de raconter cette histoire-là, c'est interdit d'en parler, quoi. Il a prêté serment auprès de cette famille-là. Ouais. Donc, il a des difficultés et puis il a. Du coup, au bout d'un moment, il sait qu'il est contre ces valeurs-là, qu'il va à l'encontre des valeurs et de ce qu'il a prêté serment, etc. Donc, il en est mal aussi. Et puis, non, franchement, ça devient un perso intéressant au fil de l'histoire, hein, jusqu'au bout, quoi. Le perso est intéressant tout le long. Ouais. Ouais, et puis même son ascension dans le milieu est pas mal, parce que lui, il a juste un petit gang local de 7 personnes au départ. C'est ça, ouais, il le dit. Et dans une première arrestation, en fin de compte, où il se retrouve en taulle avec des gars de Genovese, c'est là qu'il dit, moi, j'ai un super gang, j'ai 7 gars sous mon aile et tout ça. L'autre, il dit, bah moi, je suis aux ordres de Genovese, il y en a 200 par-ci, 400 par-là, machin. 600 par-là. Ah ouais, mais si tu veux, viens nous voir quand tu sors, machin. En gros, il file la carte, quoi. Et puis, voilà, ça démarre comme ça, quoi. Moi, le côté un peu les accents là, le côté un peu forcé, honnêtement, ça m'a fait. Mais ça, c'est le doublage. Le doublage n'est pas très bon. Ça m'a fait les doublages français de l'époque, hein, les doublages n'ont jamais été très bons dans les années 70. À part les acteurs franco-italiens qui parlent français, qui se doublent dedans comme Ventura, en termes de voix, il s'est doublé dans le film, ça passe. Et puis il a une gueule, quoi. Il a vraiment la gueule d'un parrain. Les autres, j'ai eu du mal. Hein. Le côté doublage, franchement, ça m'a fait décrocher aussi. C'est un peu chaud, mais bon. Mais voilà. la réal, ouais, à part les flashbacks, des fois un petit peu trop. Un petit peu bizarre. Non, la réal est propre. Hein. Brouillonne, quoi. C'est juste, voilà, c'est quelques petits flashbacks de temps en temps qui te perdent, mais si tu arrives à reprendre le fil assez vite. L'histoire dans son ensemble. L'histoire vaut le coup d'être vécue. Donc voilà, Cosa Nostra, enfin. Nous, de notre côté, ça a matché. Hein, et du coup, il nous en reste un à aborder, le justicier. Donc, c'est le justicier dans la ville. C'est le justicier dans la ville. Tourné en 74. Le justicier. Oh, putain. Ouais, c'est le justicier dans la ville. Ouais. Bon, Death Wish en français. En anglais. Il est dans la ville. Il est dans la ville. Death Wish in the city. Comme un Indien dans la ville. Comme un Indien, tiens. Voilà. On revient au premier film, du coup. C'est bien. Comme quoi, la boucle est bouclée. C'est ça. C'est une référence, vous croyez ou pas? Donc, toujours par Michael Winner. Hein. Ouais, en 74. En 74. Vas-y. Hein, Donc, on va suivre Paul Kersey, qui est un homme tranquille qui travaille dans un cabinet d'architecte. Il vit à New York avec sa famille. Hein. Avec son épouse Johanna, sa fille Carole, et puis son beau-fils, de qui il a l'air très proche. Il l'appelle papa d'ailleurs. Hein. Ouais. Trouver la proximité. D'ailleurs, c'est un peu perdu Clémence au début parce qu'elle croyait que c'était son fils. Peut-être que c'est inhérent au doublage français, peut-être. Peut-être. Peut-être, ouais. Moi, ça m'a paumé. Mais après, je me suis dit que c'était une marque d'affection très prononcée. Peut-être. Comme ils appellent Michel, Michael dans Halloween. Hein. Le doublage français, Michel. Donc, de parti pris, il faut savoir que Paul, il est ancien objecteur de conscience pendant la guerre de Corée. Donc, il est un pacifiste presque convaincu. Hein. Il déteste les armes à feu et la violence.
Donc, il passe des vacances avec sa femme et puis il reprend le travail. Et puis, quelques jours plus tard, son beau-fils l'appelle des urgences pour lui prévenir que sa femme a été agressée, sa fille aussi, dont un viol. Et quand il arrive là-bas, il voit que on lui apprend sèchement que sa femme est décédée. Ouais. Ah ouais. Le mec, il le prend pas dans le bureau. Moi, j'ai eu mal pour lui. Hein. Vous non, mais avouerez le pauvre, en PLS, quoi. J'ai fait une tronche de déterré, je crois. Et il voit que sa fille, Carole, elle est totalement en catharsis. Elle est un trauma très profond. Elle ne parle plus, elle ne bouge plus, elle regarde dans le vague. Donc, Paul, il va noyer son chagrin dans le boulot. Il sait que ses agresseurs sont jamais retrouvés parce qu'il y a une vague de crimes qui est très importante au même moment à New York. Ça n'arrête pas. Donc, il décide de mettre un petit peu ça derrière lui et puis de changer d'air en partant en Arizona. Et puis là, pour le boulot, puis là, il va tomber sur un petit peu un choc culturel. Parce qu'il va s'apercevoir que là-bas, c'est pas la même mentalité un petit peu prude qu'à New York. Ils vivent encore à la limite indiens et cow-boys. Tout le monde a une arme, tout le monde possède une arme, tout le monde sait tirer. Et puis, donc, il va faire son petit boulot d'architecte à son départ, comme il a bien travaillé, puis qu'il s'est bien entendu avec son hôte immobilier là-bas. Il va lui offrir un superbe revolver. Et il va rentrer chez lui, et puis fatalement, une fois arrivé, ça va revenir comme un boomerang, le passé, le viol, la tragédie, patati patata, et puis il va décider un petit peu de soulager son mal en faisant justice lui-même, donc en parcourant les rues de la ville, arme au poing, et en abattant les délits qui vont être sur sa route. Jusqu'à ce que la police émette un doute sur que peut-être il est l'auteur de ces crimes, et qu'il va commencer à être un petit peu plus surveillé. Voilà. Il faut savoir que de base, c'est une adaptation de roman de Brian Garfield, qui date de 1972. C'est l'un des nombreux films américains sur l'insuffisance de la justice et le recours à la violence pour arrêter la violence. Donc ce film a suscité une grosse polémique à sa sortie, parce que à cause du comportement qu'il met en exergue. Donc c'est grâce à ce film, donc quand même qu'en 1974, que Charles Bronson est devenu un acteur iconique, c'est-à-dire que tous les films qu'il y avait avant, voilà. Après, comme on l'a dit, Jeff Goldblum, c'est son tout premier rôle. D'accord, tout premier, ok. Tout premier, donc ici, il est dans le rôle d'un voyou agressant Carole et Johanna, la femme et fille de Paul Kersey, incarnée par Bronson. Donc, après, il a enchaîné beaucoup les seconds rôles jusqu'à La Mouche de Cronenberg en 1986, que vous avez tous vu. Oui. Voilà, bon, pas Clémence forcément. Il y a un film qui s'appelle La Mouche. Oui, il y a un film qui s'appelle Oui, Netflix. Trop bien. Donc après, il faut savoir que en 2003, Neil Jordan, il a fait une itération de Death Wish avec Jodie Foster qui s'appelle Avif. Donc c'est une femme qui réchappe d'une agression et qui retrouve son conjoint mort et qui décide de se venger. D'accord. Donc il le conseille à regarder, ce qui paraît qu'il est très bien. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc je vous fais part dans l'info. Et puis il y a eu ce reboot en 2012, Death Wish avec Bruce Willis vieillissant après les derniers Die Hard, fait par le magnifique réalisateur qui est Eli Roth, à qui on doit les Hostels et Green Inferno. Ça donne envie d'aller le regarder. Franchement, c'est le film des 4 que j'ai vu là, de Bronson, vraiment que j'ai trouvé mais nul, nul. Voilà, nul. Difficile d'en dire plus. C'est que autant les autres, même que j'ai pas trop apprécié, les Collines de la Terreur, autant celui-là, là, franchement, je trouve pas grand-chose pour le sauver. Ils se sont sentis obligés, alors voilà, de faire une scène ultra violente enfin ultra violente. On va dire un petit peu choc de viol, quoi. Voilà. À l'épaule ultra violente, non. Parce que eux, franchement, les méchants, entre guillemets, les 3-4 là. Possibilité des dialogues.
Ils arrivent, t'as l'impression que franchement, c'est des gars, ils vont à la boulangerie piquer des bonbons. C'est pas. Ouais, ils ont Quand un il point. arrive, il tague des trucs avec sa bombe dégueulasse. Ils parlent, mais ils sont obligés de sortir un gros mot à chaque fois. C'est super. Je pense que c'est le doublage, ça peut pas être autre chose. C'est super caricatural. Tout à fait. Tout le long du film, ils ont tous la même voix déjà, tous les malfrats. Ils ont tous un accent. Le doublage des antagonistes ou des accents afro-américains te sort totalement du film. Alors, accent afro-américain, même pour les malfrats blancs, même les blancs. Et puis le mec qui sort son canif, « Ouais, mec, attention, moi j'ai fait tout ça, hein. » Bah ouais, mais lui, il est blanc, je crois. Je crois que lui, il est blanc en plus. Il y a un blanc. Non, et puis bon, c'est franchement des insultes, à chaque phrase, quoi, les mecs, quoi. Ils se répètent en plus, hein. Ils en mettent 2 et tout ça, quoi. Alors, tu vois, moi je pense qu'on a commis une grosse erreur dans tout ça. C'est qu'on a regardé les films en VF et on n'aurait peut-être pas dû sur certains. Ouais, mais enfin bon, je sais pas. Tu mets en VO, je suis une pète. Non, je sais bien, mais je pense que là, pour Death Wish, le justicier dans la ville, je pense que le doublage, il gâche tout, quoi. Bon, après, la mise en scène est plate, hein. Attention. C'est du Michael Wire, c'est plat. C'est comme la colline. Hein. C'est comme les collines, c'est plat. Au-delà d'être très plat, c'est que j'ai trouvé plein de trucs tellement ridicules, quoi. Les scènes d'action, elles ont aucun punch, aucun impact. Mais non, mais lui, comment il décide? Les coups de feu, ils sont vides, quoi. Le mec, il est vénère, il décide de devenir, de faire sa vengeance. Il prend quoi? Une chaussette et des pièces de monnaie, quoi. Mec, et il attends. Il claque la chaise et il pète la chaussette. J'ai dit, mais c'est bien fait, mec. T'avais qu'à investir dans les chaussettes au lieu de mettre les sous dedans. Fallait acheter des bonnes chaussettes. Non, mais franchement. Non, et puis non, tout est mou, quoi. Enfin, j'ai pas compris à quel moment il pétait un câble, à quel moment il devenait super méchant, à quel moment il décidait de se venger, à quel moment où les mecs, ils pouvaient avoir. Enfin, quand il revient de l'Arizona, fatalement, il a cette espèce de choc où il vit dans une ville où la police doit s'occuper de tout. En gros, toi, tu peux plus faire justice toi-même parce que tu as les flics au cul, il va se retrouver en tôle. Et il va dans un état, l'Arizona, où on peut encore tirer sur un mec si il fait pipi sur sa pelouse et tout ça. Et en fait, quand il revient, il se reprend le meurtre de sa femme et le viol de sa fille dans la gueule. Oui, et il fait putain, eux là-bas, ils auraient déjà réglé ça avec 2 coups de carabine. Et moi ici, je suis bloqué parce que les flics, c'est des peignes-cul, quoi. Oui, Ils passent leur temps assis à faire reluire un siège en cuir sur leur cul et puis leurs pieds sur la table à bouffer des donuts. Et puis moi, pour l'instant, je me fais enculer. Et puis, je suis obligé d'aller au psychologue, au psychiatre, j'ai plus de vie, ma fille, c'est un légume. Et puis là, il se dit, putain, on m'a donné un flingue, je vais m'en servir, quoi. Là, au moins, tu le racontes bien. Mais dans le film, franchement, il n'y a aucune montée en puissance. Il raconte bien, c'est bien. Hein. Non, mais là, ouais, moi, je prends le film, j'achète le film. Là, je raconté comme ça. Mais non, mais pas avec Branson. Avec Branson, là, c'est. Non, moi, j'ai trouvé ça. Non. Il perd sa femme. Ah, il est monolithique, hein. Oui, par contre. Au niveau du jeu, c'est le pire. Ah oui. Ah oui. Mais oui. Non, voilà. Bon, moi, j'ai pas aimé, donc je peux pas. Enfin, je pourrais sortir 50 millions de trucs comme ça dans le genre qui m'ont rebuté et sorti du film dans lequel je suis jamais rentré, du coup. Et puis voilà, quoi. Moi, je trouvais que l'ascension psychologique était quand même pas mal traitée dans le film. Je trouvais que ça montait à un moment donné un petit peu crescendo et que. Qu'on s'en sortait au niveau plutôt pas mal. Moi, ce qui le premier mec, c'est que le premier meurtre, tu sais qu'il fait à l'arme à feu, il a un peu choqué, tu vois. Mais non, il fait pas la meuf, il est mort. Si, le tout premier qui tue à l'arme à feu, il est choqué. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça dure pas longtemps, mais il y a une petite réflexion en amont de se dire qu'il a peut-être franchi un cap plus que la chaussette et la pièce. Oui, l'autre, il assomme avec la chaussette. Voilà, il y a une petite réflexion, et après, tu as l'impression, tu vois, il sort que pour ça, limite, il en prend du plaisir. Mais oui, oui. Parce que... Non, par contre, je trouve que le film est très cliché sur tous les clichés qu'on peut faire en cliché, quoi. À un moment, ils disent même, c'est bizarre, toutes les agressions, c'est des hommes de couleur. Ils le disent dans le film. Non, mais attends, on en parle de la voiture avec des cornes? Oh putain, ouais, dans l'Arizona, là. Oui, mais t'es au Texas. Oui. De Bono? C'est un Texan, quoi. Il a les lunettes oranges de Bono. C'est des lunettes de tir, c'est un tireur. C'est des lunettes de tir qu'il a. Le chapeau. Ah oui, il est très cliché, oui. Aux lunettes oranges.
veste beige, pantalon beige, chaussures marron Bah, et la Texan, quoi. voiture avec des cornes. Bah, le Texan. Le Texan. Le Texan. Et il travaille dans une entreprise de cascadeurs indiens cow-boys. C'est un village touristique. western. Mais qu'est-ce qu'on peut pas faire plus cliché à Bah, ça, ça fait quoi. un petit écho aux anciens films de Bronson. Oh là là. Ouais, Ah ouais. quand il regarde le spectacle, d'ailleurs, ça fait un Ouais. petit peu ça. Ouais. Des cornes. D'ailleurs, ça fait un écho, il le répète plusieurs fois, c'est normal. C'est l'écho. Écho. Je pense même que les acteurs de ce village-là jouent mieux que Bronson dans Death. Bah, en fait, C'est pas faux. tu sens que Bronson, il n'est pas impliqué, il s'en fout. Mais presque. grave, on y apprend la mort de sa femme, ah bah votre femme, ça fait 4 minutes qu'elle est morte. Alors, faut savoir que des justiciers, on en a quand même fait 5, donc bon, Sérieux, quoi. si dès le premier, il s'en foutait, il fallait pas faire les suites, quoi. À la limite, sa fille qui joue la catatonique, elle joue mieux, quoi. Ah, je suis désolée, mais moi, Ah, mais elle fait vraiment choquer, elle, pour le coup. Ouais, c'est vrai, non, t'as pas tort. qui joue la catatonique, elle joue carrément mieux que Bronson Bah. qui a perdu sa femme, quoi. Alors après, je pense qu'il y a le mauvais réalisateur, parce que, excuse-moi, quand tu as vu 2 films de Michael Weiner, nous, on en a vu 2, hein, on a vu Les Collines de la Terreur, on a vu Death Wish, on s'aperçoit que c'est pas un bon réalisateur, même pour l'époque, parce qu'on voit que Terence Young, hein, qui a son actif plein de James Bond, le Cosa Nostra, le Soleil Rouge, on voit que déjà, dans la réalisation, il est quand même carrément au-dessus. Même dans les plans larges, les panoramas, il les gère. Non, il est mauvais réel. Donc déjà, il y a ça qui joue en sa défaveur pour le justicier. Il y a les acteurs pas convaincus, surtout Bronson. Le cliché ratio, le putain de doublage français, il enterre le film. Il enterre le film. Moi, je vous dis honnêtement, faut peut-être attendre quelques années et le retenter en VO. Parce que peut-être qu'il a un autre ascendant, le film, tu vois. Non, puis le mec, il est content, il a pas sa salle en orange, il est content. Peut-être que Bronson, il est figé, mais que dans son intonation vocale, il y a peut-être un truc. Je verrai pour les 150 ans de Bronson. Voilà, c'est ça. Le mec, il est heureux, il pense sa salle en orange, il est plus heureux du fait que sa salle soit orange que du fait que. Enfin, je sais. Non, mais tu sais, il est dans l'euphorie du truc, en fait, quoi. Elle est en orange. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu regardes le film bêtement sans essayer d'analyser la cause et effet psychologique de ses actes, eh ben, tu passes à côté de tout le film. Et moi, je pense que c'est ce que vous avez fait. Voilà, vous n'avez pas Moi, la part psychologique. Moi, c'est parce que je suis ce que je suis. J'ai analysé le film petit à petit et j'ai. Bon, après, je me suis aperçu des gros défauts hein, que vous avez cités, mais j'ai quand même analysé le truc. Après, il faut réussir quand même à analyser le viol avec ce qui se passe devant tes yeux et ce que tu entends. Parce que le viol, il est comme, bah, ça reste ce que c'est, ça reste un viol, hein, c'est une saloperie immonde qui ne devrait même pas exister. Mais de la façon que c'est fait, c'est-à-dire les gueules de con des mecs, Jeff Goldblum qui joue mal, le doublage français qui en rajoute une couche, il devient ridiculement salace, le viol. T'as l'impression qu'il est même là par gratuité, alors que je suis sûr que dans l'intention du film, en version originale, c'est pas ça. Il a un vrai impact. Ah oui, parce que là, ça tombe à plat. Hein. T'as raison, l'effet tombe à plat. Hein. Je pense que ça aurait eu un plus gros impact si Bronson avait été là, par exemple, à moitié KO, en voyant sa femme. Oui, qu'il l'aurait foutu au sol. Forcément, justement, là, il arrive après, il était même pas avec sa famille. Donc, c'est-à-dire qu'il a ce truc-là de se dire, putain, je sers à rien, j'étais même pas là. Au moment où il y aurait eu une raison, il aurait pu aller buter les connards. Ah non, lui, pour le coup, il n'est pas exploité du tout. Franchement, le beau-fils. Psychologiquement, il n'est pas exploité du tout. C'est un. Les seconds rôles sont pas bons. Hein. On essaye de tout miser sur Bronson, qui, en VF, ça passe pas. Bah non, ça passe pas. Non, celui-là, ça passe pas. Le chef de la police est très bon. Enfin, pas en acteur, hein. Dans la résolution de l'enquête. Ouais, il donne un coup de peps à l'évolution du rôle, oui, c'est clair. Avec un ticket de caisse, il arrive à résoudre l'enquête, quoi. Ah non, mais c'est Sherlock Holmes. Hein. Le ticket de caisse, c'est là où il a écrit le scénario, c'est normal. C'est Sherlock Holmes, il a fait flic, oh putain, c'est Paul Kersey, c'est marqué, le salaud. Ouais, Michael Weiner, laisse pas traîner les scénarios à terre, putain. Non, mais voilà. Après, bon, on est méchant, mais bon, ouais, c'est vrai que c'était, ouais, il est pas très bon comme film. Je comprends même pas comment tu peux devenir iconique avec un film comme ça. Bah, par la thématique, c'est juste la thématique hein, qui a.
t'as des autres films qui traitent de ça. T'as du Delta Force, des machins comme ça. Alors peut-être que je m'avance, on n'est peut-être pas. Bah si, hein. Chuck Norris, on est dans ses années 70. Ouais. Je pense que l'ultra-violence, les Vengeurs qui tirent de partout, c'était émergent à cette époque-là. Hein. Ouais, bah après, je sais pas. Moi, il me donne même pas envie d'analyser ou de chercher une seconde lecture ou un truc sous. Je l'ai pas fait, hein, je l'ai fait en regardant. Non, mais. Non, puis le petit clin d'œil à la fin, on se devine qu'il va y avoir une suite, quoi, quand il est dans la gare et puis que les mecs, ils embêtent. Oui, qui est comme ça. Ouais. Comme ça, genre. N'empêche, la fin est hyper bâclée. On sait pas ce que fait sa fille. Elle est au couvent ou je sais pas où. Il change de ville pour se faire oublier, mais il va recommencer dans la ville d'après. Le flic lui demande de partir, en fait. Oui, pour pas l'arrêter, parce qu'il sait qu'au final, il a bien fait, il a tué que des salauds. Mais oui, mais bon. Enfin, moi, honnêtement, je trouve que l'enquête en elle-même, elle est pas. On trouve. Enfin, on a l'impression qu'il veut nous montrer quelque chose à travers l'enquête. T'appelles ça une enquête, toi? Ouais. Et non, mais moi, Elle est vite torchée. Hein. Elle est vite torchée, et puis je sais pas comment ils ont fait. Quand il court après le dernier noir là qui veut tuer là, et puis qui se retrouve dans l'usine et puis qui se fait plomber la tronche. Il prend une balle, oui. Il prend une balle. Enfin, moi, puis d'ailleurs, il prend une balle, il galope comme un daru après. Moi, cette là, moi, m'a semblé, mais. C'est Bronson, il est. Elle est longue, quoi. Elle est longue. Elle est trop longue. Donc le justicier, hein, finalement, hein, pas. Le justicier, bof, hein. Voilà. Ok, bon. Donc. Sur les 4 là qu'on a vus, vous recommanderiez lequel ou lesquels parce que. Le soleil rouge pour moi. Et puis j'ai un trou de mémoire avec le Zen Western. Les collines de la terreur. Les collines de la terreur. Les 2 westerns. Pour quelqu'un qui n'aime pas les westerns. Ouais, bah voilà, tu serais content, ça y est. Hein. Elle a beaucoup aimé Django aussi. Ah bah oui, mais Django, je l'ai pas aimé pour le côté western, je l'ai aimé pour le côté. L'histoire, la réalisation, les acteurs qui jouent bien. Ah bon, Léodard de Capelle. T'aimeras beaucoup les 8 salopards du coup. C'est un huis clos, c'est peut-être un peu plus difficile. Ouais, mais il y a un gros impact psychologique. Là. Je commence déjà avec. On va y aller progressivement. Hein. Je vais me faire les Terrence après, on va aller doucement. Hein. Bon, Jérôme, toi, sur les 4. Sur les 4, j'en ai vu que 3. Vu que Cosa Nostra, j'ai pas dû regarder ça au bon moment puisque j'ai décroché du film qui a l'air très bien. Hein. Donc, un petit regret là-dessus. Donc, moi, je vais rester sur mon petit film d'enfance. Alors, c'était peut-être pas bien de montrer ça à un enfant. Je suis en train de réaliser parce que j'avais 5-6 ans, voire peut-être même 4 ans quand je l'ai vu. Soleil rouge. Ouais, c'est un peu juste. Hein. Je vais rester sur mon Soleil rouge avec Bronson, Toshiro Mifune et Alain Delon, superbe en méchant, et la belle Ursula qui a eu un mauvais doublage mais qui est quand même jolie. Donc, je vais rester là-dessus. Bon, toi, Boris, tu commandes quoi? Je recommande vraiment vivement Soleil rouge aussi, ouais. Franchement, un petit coup de cœur pour celui-là parmi les 4, quoi. J'ai bien aimé Cosa Nostra aussi, classique. Mais ouais, Soleil rouge, bonne découverte, vraiment. J'ai vraiment kiffé, ouais. Du coup, moi, ouais, Soleil rouge, vraiment super découverte. Ça fait plaisir de renouer un petit peu avec le western de ces époques-là. Et Cosa Nostra, pour le petit côté film franco-italien, et puis le côté histoire un peu bioptique, quoi. Donc voilà. Voilà. C'est tout pour moi. Petite synthèse sur Bronson. On va dire qu'il a un peu une carrière hétéroclite. Oui. Il a fait de tout, de la guerre, du western, du policier, du revenge. Je sais pas si... À partir des films où il a commencé à avoir des premiers rôles, il est quand même resté sur un certain genre de personnage, c'est-à-dire le vengeur, le justicier, et il n'en a plus trop bougé. Hein. Oui, voilà. À part peut-être Cosa Nostra où il est dans un autre parti pris, hein, celui d'un mec qui raconte sa vie et puis qui est un petit peu traqué, qui doit être protégé, tout ça. Donc là, on n'est plus dans le justicier implacable. Justement, un rôle à contre-courant. Et je pense que c'est pas celui-là qui fait le plus
l'âge de sa carrière, c'est vraiment des revenge movies, autant western que policier. Rien que les justiciers, il en a fait 4 ou 5. 5. 5. 5. Bon, c'était bien fun de se refaire Ouais, moi, je suis bien apprécié. Oui, un oui. petit morceau de la filmo de Charles. Bah, c'est à refaire hein, des anniversaires pour se replonger dans des films, redécouvrir aussi. Hein. Des gros anniversaires, ouais. Je pense que ce sera peut-être une thématique qu'on abordera 1 ou 2 fois dans l'année, peut-être, je sais pas, selon Ouais, l'actu. Des acteurs qui nous tiennent un petit peu à cœur ou qu'on connaît mal, ça peut se jouer. Voilà, genre Charles Bronson, hein, sur les 4, il me semble avoir vu que 2 avant. Bah voilà, hein, que dire d'autre sur Charlie? Bah pas grand-chose, hein. À part qu'il a fait quand même une belle carrière. Oui. Donc, commencé en 51, dernier film en 95, 96, si je ne m'abuse. Il a fini avec Le Justicier, tu penses? 94. Ouais, je pense, ouais. 95. Alors. 95. Ah, donc 44 ans de carrière, c'est pas mal. Hein. Ouais, et puis il a commencé tard. La plupart de ses films sont cultes aujourd'hui, donc on peut pas dire qu'il a loupé la chose. Hein. Voilà. Je pense qu'il a réussi. Il a réussi à se faire une petite place dans le milieu hollywoodien. Donc voilà, bah, merci à vous d'avoir fait l'effort de regarder ces 4 films. Hein. Mais de rien. C'était sympa. Hein. C'était Après, sympa. Il y a de la bonne découverte. Bon, il y a de la déception aussi, forcément, mais bon. Bah oui, c'est ça, on n'est pas. On se dit un grand acteur comme lui, finalement, peut aussi avoir des accidents de parcours. C'est aussi des films d'une certaine époque. Il y en a qui vont passer, d'autres moins. Puis ça dépend aussi de qui les fait. Hein. Terrence Young, ça passe à peu près. Nous, globalement, Michael Weiner, ça passe pas. Ouais. Alors, on voit la différence tout de suite. Là, c'est la réalisation qui nous sort des films plus que les films eux-mêmes. Oui. C'est ça. Non, et puis nous, on en a regardé 4. On en a tellement fait. C'est pas énorme, hein, sur les pas... 150. Voilà, c'est ça. C'est pas représentatif de sa carrière ni de la qualité de ses autres métrages. On a regardé quand même des films qui étaient entre 71 et 74. On a fait 70 en gros, quoi. Bon, début 70. Hein. On sait que chaque décennie, même le cinéma en général, ça évolue, quoi. Exact. Évolue, donc, on aurait pu taper dans les années 50. Oui, parce qu'il a commencé dans les années 50. Donc... Il a commencé en 51, on aurait pu prendre un film de 55. Ouais, mais je pense que dans ces années-là, il est dans les films, il a des petits rôles et c'est ça. C'était de trouver des films surtout où il tenait le premier rôle, quoi. Vous voulez voir ces films iconiques où il avait une présence tout du long, et pas simplement jouer un méchant, se faire tuer. C'est ça. C'était pas intéressant. Sinon. Puis aller taper La Grande Évasion où il était une fois dans l'Ouest. Ok, ses rôles ils sont marquants, mais ça reste iconique, mais il a eu une empreinte très minime sur ces films-là. C'est ça. Grâce à lui. Tenez quand même vous remercier de votre implication encore une fois. Pas de rien. Et puis bon, on se retrouvera pour une autre vidéo. Hein. Bien sûr. Bah, tout à fait. Ou pour les petits à côté sur notre deuxième chaîne qui grandit un petit peu. Voilà, et puis n'hésite pas. De toute façon, on poste régulièrement une petite bande-annonce par-ci, une petite bande-annonce par-là sur 7ème. Hein. On est dispo. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager. Et à commenter. Voilà, à vous abonner, la petite cloche pour pas louper les vidéos. Et à nous marquer votre film de Charles Bronson préféré si vous en avez regardé. Ah oui, exact. Ouais, ça c'est une bonne idée. Bonne suggestion. Ça fait toujours débat, c'est vrai. Pour ceux qui auront eu le courage de venir à bout de la vidéo. Et on se dit à bientôt. Bah oui, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Ciao.